C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce nouvel épisode du balado Une invention sans avenir, un podcast transatlantique où on se retrouve pour parler de cinéma, de politique et bien plus encore. Et en ce troisième numéro, je peux le dire, je sais que vous êtes au rendez-vous. Alors pas forcément au rendez-vous pour ma rituelle blague sur Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Même si j'espère quand même que vous partagez la ref parce que tant que j'ai pas un putsch dans l'équipe, je garde ce slogan pour le début de l'émission. Parce que vraiment, si les gens ne comprennent pas depuis le début, ils ont vraiment l'air perdus, tout seuls chez eux comme ça, à entendre tes blagues, toujours les mêmes. Ouais, je vais vous poster bientôt le générique de Denver, le dernier dinosaure, pour que vous compreniez tous et toutes ma référence d'enfance. Mais non, je disais, vous êtes au rendez-vous, donc pas pour ma blague, mais parce que vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre déjà depuis le lancement au début du mois de juin. On a les chiffres, et donc on est très contents, fait que merci beaucoup. C'est sûr que ça nous amuse bien d'enregistrer nos petits machins comme ça dans notre coin, mais c'est quand même avant tout pour partager nos idées, nos découvertes avec vous qu'on fait tout ça, et donc ça fait plaisir de constater que vous êtes au rendez-vous. Et pour l'été, on vous prévoit donc un épisode par mois. On se calme un peu sur le débit, mais évidemment, ça va être pour l'été. On verra ensuite. C'est ça l'objectif. Et si c'est plus souvent, ensuite, eh bien, tant mieux pour vous. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? N'hésitez pas à nous suivre, bien sûr, à réagir ou à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook ou à l'adresse uneinventionsansavenir, tout attaché, @gmail.com. Et oui, on est chez Gmail, c'est pas génial. Bon, c'est comme ça. On a tous nos contradictions. Mais bon, n'hésitez pas à nous envoyer plein de messages puisque vous êtes nombreux à nous écouter. On est aussi en nombre autour de la table virtuelle. Alors, qui est là aujourd'hui ? Tout d'abord, vous l'avez entendu, vous le savez, le co-créateur de ce podcast avec moi. Si nous étions les frères Lumière, il serait l'Auguste de mon Louis. Ou peut-être l'inverse parce que j'ai toujours un peu de mal à les distinguer, les frères Lumière. Salut Raph. J'ai jamais su les distinguer non plus, mais salut Robin et salut à tous et à toutes. Il y en a un qui est en redingote un peu bourgeois moustachu, puis l'autre qui est en redingote un peu bourgeois puis moustachu. C'est frère Lumière. Et puis il paraît qu'il y en a un qui est plus important que l'autre dans l'invention du cinéma, mais je sais jamais lequel, donc c'est pas grave. Ouais, en tout cas, c'est celui-là. Comment ça va, Raph ? Ça va super bien. Très heureux d'être là pour un nouvel épisode et ça fait plaisir. Bah oui, bon bilan. En plus, pour les 2 premiers numéros, on est content. On va pas se mentir. En tant que créateur du podcast. Ah, je suis content. On a des super retours. Ça fait chaud au cœur d'avoir vos messages, vos dessins sur les émissions précédentes, etc. Donc vraiment, continuez, ça nous fait vraiment super plaisir. C'est pas juste pour se jeter des fleurs, mais ouais, je le disais, on est content d'être écouté. On fait pas ça pour être tout seul. De quoi on va parler avec toi, Raph, aujourd'hui ? Eh bien, je vais parler de la manière dont l'histoire du cinéma s'est construite sur le déni de la maltraitance animale. Puisque, on l'a pas encore dit, mais il y aura peut-être un petit thème général sur cette question des animaux. Ça s'en vient. Divulgage pas tout. Avec nous, Raph, voilà. Un nouvel invité. Aujourd'hui, je suis très heureux de ce recrutement, ce mercato pour parler comme dans l'air du temps à cause de l'euro. On l'a débauché de YouTube, où il distille déjà des lectures politiques du cinéma, des médias et souvent, en fait, de l'actualité en général. C'est dire s'il se bat parfois tel Don Quichotte contre la fachosphère, qui a un côté moulin à vent à brasser beaucoup d'air. C'est dire aussi qu'il avait donc sa place parmi nous. De la chaîne Kaléidoscope, on accueille Arcanique Corvo. Salut. Bonjour. C'est une chaîne d'ASMR en fait, Kaléidoscope. Et pourquoi pas. Ouais, tu peux réorienter tes contenus, hein. Fascisme et ASMR. Antifascisme ASMR, c'est pas une mauvaise idée. Oui, antifascisme, pardon. Tu pourrais trouver un acronyme qui fonctionne, bref. Merci d'être avec nous, comment ça va ? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. En un mot, ta chaîne YouTube, on l'a dit, pop culture, politique, fascisme, complotisme, un peu de tout ça. Comment tu le résumes, toi ? Alors, le thème principal de la chaîne, c'est la narration. Donc, qu'est-ce qu'on raconte ? Pourquoi on le raconte ? Comment ? Qui ? Où ? Pourquoi ? Etc. en fait. Donc, il y a un premier cycle sur le conspirationnisme et ses liens avec la pop culture, en imaginant les différentes hypothèses du complot comme des narrations, et pourquoi on les raconte, etc. Et il y a effectivement un épisode hors série sur le fascisme où je fais l'hypothèse que le fascisme serait plus un moyen politique plutôt qu'une véritable idéologie.
Et là encore, il y a des liens avec la narration. Et je vous conseille, les vidéos, elles sont souvent assez longues, mais très très documentées. Gros travail, ouais. Merci. Moi qui fais une thèse, je me dis que des fois, on pourrait faire une thèse sous forme de vidéo. À la fin, ce serait au moins autant de boulot que certains youtubeurs et youtubeuses. Ouais, en tout cas, ça finirait par ressembler à peu près à ça. Donc ouais, vraiment, allez voir, c'est fascinant. C'est ça. De quoi on va parler avec toi aujourd'hui ? Alors, je vais vous parler de 2 films et d'une œuvre qui a été suffisamment adaptée au cinéma pour qu'on puisse l'intégrer à une analyse cinématographique, on va dire. Il s'agit de Massacre à la tronçonneuse, Mad Max Fury Road et Frankenstein. Avec le sous-texte suivant, et si c'était des œuvres végétariennes, voire véganes. Excellent. Donc oui, vous commencez à voir se dessiner le thème général de l'émission. De manière très subtile. Mais on va voir si ça se précise avec notre 3e invité. Si Raph, Arcani et moi étions les Totally Spies, elle serait sans aucun doute notre Jerry. Jerry, c'est celui qui a du recul sur les choses et ça va bien, je crois. Avec son ethos de prof de philo, Alice est avec nous. Salut Alice. Salut tout le monde. Ah, ça me va parfaitement, Jerry. Je suis vraiment contente d'être votre Jerry. Ah, je me doutais. J'y suis allé Totally Spies, je me suis dit que les Tortues Ninja, ça allait être un peu sexiste, ça servait à rien. On va dégenrer, c'est bon. Ah, c'est parfait. De quoi on va parler avec toi aujourd'hui, Alice ? Je vais vous parler de l'animé Food Wars et du food porn. Donc, la thématique générale s'annonce très bien autour de la nourriture et peut-être même de la viande en particulier. Alors, avant de laisser la place à la première chronique, il y a quelques remarques à faire, je crois tout de même. D'abord, un trigger warning, un content warning, disons-le en français, un avertissement de contenu, vous l'avez compris. Hein. Dans l'ensemble de cet épisode, on va parler de viande, potentiellement de cruauté envers des animaux, voire même de cannibalisme, pourquoi pas, on verra. Évoquer des scènes potentiellement choquantes et donc même si c'est un podcast et que vous n'aurez pas les images, la description et l'évocation de ces sujets c'est peut-être déjà quelque chose qui peut heurter et donc autant d'abord vous prévenir évidemment, mais je vais mettre une nuance tout de même. 2e point à noter d'emblée, on est un podcast qui s'assume non seulement comme qui traite de politique, mais on va pas se mentir, qui a aussi un positionnement politique. Et en l'occurrence, je trouve que c'est pas anodin de noter que tous et toutes autour de la table, on pratique le végétarisme, voire le véganisme. La réponse va être peut-être un peu dans la question, mais c'est difficile aujourd'hui de revendiquer des valeurs de gauche sans être végétarien et ou vegan. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoute, ouais, c'est assez compliqué. Forcément, on est sensible à pas mal de sujets, donc on s'engage dans pas mal d'aspects de nos vies et la nourriture, l'alimentation quotidienne, c'en est une. Alors moi, je vais dire que pour ma part, je suis végétarien au quotidien et depuis assez longtemps, mais qu'il m'arrive encore de faire des entorses de temps en temps. Hein. En plus, là, on est en plein dans la saison des barbecues et je sens que ma volonté va être mise à rude épreuve dans les prochaines semaines. Mais voilà, ouais, c'est difficile de pas modifier soi-même ses comportements par rapport à ce genre d'opinion politique, même si évidemment, comme c'est mon cas, on peut pas forcément toujours être parfait, ou en tout cas, on n'y arrive pas forcément toujours, donc on n'est pas là aussi pour culpabiliser les gens, c'est pas du tout l'ambiance. Je vois Arcani qui opine, c'est de gauche le véganisme ? Je sais pas si c'est un engagement de gauche, enfin, on l'observe quand même qu'il y a des liens, mais c'est surtout que sur toute la droite du spectre politique, il y a quand même une dénonciation du végétarisme, qu'il soit dans les cantines ou ailleurs, voire même une glorification de la viande qui pousse un peu parfois à la caricature. Ouais. Donc je sais pas si la viande est de gauche, mais en tout cas, détester ceux qui ne mangent pas de viande, c'est quand même plutôt à droite. Ouais, je trouvais ça intéressant et important qu'on le mentionne dès le début, aussi pour dire qu'on est situé, parce qu'on va pas faire semblant d'être un podcast qui se situe pas politiquement. Ne pas se situer, c'est de droite, hein. Voilà. Ni de droite ni de gauche, on a bien vu où ça nous a conduit en France, donc ça nous a conduit plutôt d'un côté, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que dans mon cas, moi je suis végétarien depuis quasiment 4 ans et j'ai mis ça à la croisée de convictions écologiques, éthique pour la question du bien-être animal, puis aussi politique d'une manière générale, hein, puisque des enjeux plus généraux de rapports de domination et d'oppression qui sont à l'œuvre avec la question du végétarisme et du spécisme, qui sont comparables, si ce n'est les mêmes dans le spécisme et dans les autres oppressions sexistes, raciales, classistes, validistes, homophobes, transphobes, bref, c'est pas une liste exhaustive là, mais de dire que en général, si on se pose une de ces questions, ça va avec toutes les autres, quoi. C'est vrai. Oui, c'est la question de la domination finalement. Ouais, absolument.
Donc voilà où nous nous situons, et puis en terminant cette longue introduction mais un peu importante quand même, vous conseillez, puisque vous le savez, je suis au Québec, un essai du philosophe québécois Martin Gibert qui s'intitule Voir son steak comme un animal mort. C'est sorti en 2015 et c'est une entrée en matière vraiment efficace, rigoureuse, documentée, très claire sur les enjeux du véganisme. Et j'ai vérifié, c'est sorti en France aussi, je l'ai vu, c'est disponible. Cool. En e-book au minimum sur le site des éditions Luxe, et je pense que c'est sorti en France aussi papier. Donc voilà. Et les éditions Luxe, c'est aussi mini parenthèse, mais une maison d'édition super intéressante, un peu anard, ce qui est assez logique de trouver des bouquins engagés dans ce sens-là chez eux. Donc je le répète, chez Luxe Édition, Martin Gibert, Voir son steak comme un animal mort. Oui, Luxe Édition, d'ailleurs, c'est une des rares maisons d'édition qui en francophone édite certains textes politiques ou travaux de recherche. C'est vraiment bien. Ouais, il y a beaucoup d'essais contemporains et il y a aussi beaucoup de rééditions un peu militantes chez Luxe, donc je vous conseille ça. Je crois que c'est seul à éditer en français Voltairine de Clercq. Par exemple. Ok. Donc ça vous plante le temps. Et ça, c'est québécois. Voilà. Bah oui, je vous fais un petit peu en québécise un peu l'émission. Je viens de vous parler du livre Voir son steak comme un animal mort. Je crois que ça plante tout à fait le décor pour la première chronique de cet épisode. Arkani, aujourd'hui, tu poursuis une réflexion que tu as en fait déjà entamée il y a quelques semaines dans une de tes vidéos qui était consacrée au film Texas Chainsaw Massacre, une réflexion sur les films végétariens ou des films qui pourraient rendre végétariens. Je te laisse la parole. C'est ça. Du coup, je vais parler de 3 œuvres, donc Massacre à la tronçonneuse, Mad Max Fury Road et Frankenstein. Alors Frankenstein, c'est un roman, mais qui a eu près d'une centaine d'adaptations au cinéma. Une centaine? Waouh. Oui, c'est un des 3 personnages les plus adaptés au cinéma. Donc Frankenstein, Dracula, Sherlock Holmes. Ok. Pas mal. Donc en plus tous sont sortis à la même époque, c'est drôle. C'est vrai. Et ils ont eu le temps, du coup, d'être adaptés. Bah c'est ça. Et ils ont eu vraiment toutes les adaptations possibles. Je vais remettre un petit avertissement sur les descriptions et aussi sur le fait que je vais révéler toute une partie des œuvres. Massacre à la tronçonneuse, c'est un slasher, donc un sous-genre du cinéma d'horreur assez codifié, qui est sorti en 74 si je ne me trompe pas, et qui est considéré, je pense, comme un des classiques du cinéma d'horreur. Et ce film, en fait, je l'ai vu il y a pas longtemps. Et j'ai été surpris de voir que la PETA, donc une des plus grosses organisations animalistes, antispécistes et véganes du monde occidental, le présentait comme un des meilleurs films pour devenir végétarien. Et j'ai vu que d'autres articles parlaient effectivement du même sujet, que c'était le film le plus végétarien du monde. Donc j'ai été étonné, j'ai voulu un peu creuser ça. Ouais. Et déjà, il y a un élément qui est assez fort, c'est que le film s'ouvre, on passe devant un abattoir. Et ça va donner lieu à tout un discours de la part d'un des personnages, Franklin, parce qu'on suit le trajet de 5 jeunes gens qui vont mal finir. Et Franklin, en fait, raconte comment on abattait avant. Donc, on explique que c'était à coups de maillet sur la tête, et que ça marchait pas du premier coup, qu'il fallait réitérer, et que au final, on avait changé de méthode, et on était passé à une sorte de fusil à air comprimé qui abattait la bête beaucoup plus rapidement. Et il s'avère qu'il va y avoir un parallèle, c'est que 2 des personnages vont être tués à coups de maillet. Et le premier va même convulser, il meurt pas sur le coup, comme malheureusement on peut le voir dans de nombreuses vidéos d'abattoirs où on voit que les bêtes ne meurent pas immédiatement. Ce thème de l'abattoir est poussé, puisqu'ils vont prendre un autostop, on découvrira plus tard un des cannibales du film, qui lui décrit l'abattage comme étant meilleur au maillet. C'était mieux à l'ancienne, ce qui va faire écho justement au fait que les autres personnages vont se faire tuer à l'ancienne. Les 2 premières victimes d'ailleurs sont tuées sous un fond de bruits d'animaux. Le premier sous des bruits de cochons et le deuxième sous des bruits de volailles. D'ailleurs, la 2e victime est plantée sur un crochet de boucher. Le thème de la boucherie revient aussi avec la tenue d'un des cannibales, donc le plus connu qui est Leatherface, littéralement visage de cuir, qui a un tablier de boucher. Et d'ailleurs, on voit qu'il porte un masque fait en peau humaine, puisque les restes humains servent à faire soit ces masques, soit des meubles. On voit des meubles faits en ossements humains. La scène finale, d'ailleurs, peut être vue comme un parallèle avec une chasse. Donc on voit vraiment une bête blessée qui se fait traquer et qui échappe tant bien que mal,
Alors, happy end ou pas, je vous laisse juge de tous les traumas que le personnage devra vivre. D'ailleurs, la viande devient un élément très péjoratif, puisque lorsque l'héroïne arrive à s'évader, elle se retrouve chez quelqu'un, et le fait de voir de la viande chez lui devient mauvais signe. Et à juste titre, puisque le personnage se révèle être un des cannibales. À un autre moment, la viande est liée à la mort aussi, puisque le personnage se fait ouvrir le doigt, et on donne le sang à téter à un personnage qu'on pensait mort, et ça le réveille. Il s'avère que d'ailleurs cette scène n'est pas simulée, elle se fait vraiment couper le doigt. Et là, c'est les acteurs en fait qui devenaient fous sur le tournage de la scène. Il y a une scène de repas qui s'est fait en pleine canicule avec les projecteurs, et ils l'ont tourné en 27 heures d'affilée. Donc c'est pas tout à fait simulé. Prends ça, Keshish. Tu n'auras pas la palme de la maltraitance sur un tournage. On voit que les cannibales d'ailleurs se moquent de leurs victimes. Ils en rigolent beaucoup. Ils plaisantent et ils se plaisent à les malmener. Et il y a un élément qui est intéressant dans la notion de cannibalisme, puisqu'elle n'est pas explicite. On la devine. C'est que le cannibalisme, c'est manger ses semblables. Et effectivement, en fait, les victimes peuvent être comparées à des animaux. Donc on l'a vu par la façon d'être exécuté, la façon d'être planté sur un crochet de boucher, de servir de ressource. Il y a aussi un autre personnage, celui de Franklin, qui se fait tuer. Il est tronçonné de haut en bas, comme une carcasse. Et il s'avère que la carcasse est vue au tout début du film sur une photo. Donc il y a ce parallèle. Le film s'ouvre aussi sur un message, une sorte d'avertissement qui nous dit que tous les personnages vont tous mourir, qui est un peu une sorte d'indication comme peuvent le vivre en fait les animaux d'élevage dont on connaît la destinée. Dernier élément du film, c'est des répliques qui ont des gros sous-entendus, notamment lorsque Franklin décrit les conditions d'abattage. Un des personnages dit « On ne devrait pas tuer les animaux pour manger », et un autre dit « S'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter ? J'aime la viande. » C'est la formulation de la dissonance cognitive habituelle à propos de la viande. Elle est parfaitement illustrée. Ouais, c'est très explicite. Il y a une dernière réplique entre les cannibales, où ils sont en train de se bagarrer un peu. Il y en a un qui dit à l'autre « Tu n'es que le cuistot », et l'autre de lui répondre « Je ne prends aucun plaisir à tuer ». S'il fallait plus de signes... Ouais, c'est un besoin. C'est ça. C'est vraiment... C'est une ressource, en fait. C'est des animaux, et les humains sont des ressources. Oui, c'est ça. Tu disais, il y a le plaisir de tuer, voire de manger, c'est semblable. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que pour les personnages qui tuent, ce sont pas des semblables, mais des animaux. Voilà. Ça pose aussi d'autres questions qui ouvrent à est-ce qu'on doit manger les animaux? Mais en tout cas, il y a cette question de l'humanité. Ce sont pas des semblables pour eux. Non, du coup, je pense que le fait de les malmener et de se moquer d'eux, c'est une façon de les mettre à distance. Oui, c'est ça. On va revenir sur les humains ressources. Oui. Et avec Mad Max Fury Road, puisque c'est un film post-apocalyptique, dans un futur qu'on peut imaginer plus ou moins proche. Il me semble que dans une interview, George Miller parle de 2050, ce qui est assez proche, finalement. C'est pas si loin. Oui. Ouais. Et c'est un film où il n'y a plus d'animaux. C'est un élément, on ne voit plus d'animaux. Du coup, les nouvelles ressources deviennent les humains. Et plusieurs personnages évoluent, d'ailleurs, comme des animaux. Par exemple, on voit qu'il y a des femmes présentées comme obèses, qui allaitent de façon quasiment industrielle, puisqu'elles ont un bébé dans chaque bras. Et un des personnages, un des fils d'Immortan Joe, qui est l'antagoniste du film, boit du lait. On voit que le lait humain est une ressource. Ouais, puis elles font plus que allaiter, là, elles sont traites avec des machines. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'industrie laitière. Max lui-même sert de ressource, puisqu'il est présenté comme un globulard. Donc il est une ressource vivante de sang, reliée au personnage de Nux, un des Warboys d'Immortan Joe. Le terme en anglais, c'est blood bag, ce qui est encore plus déshumanisant, un sac de sang. Globular, il y a un côté un peu science-fiction dans la traduction, mais blood bag, c'est super... c'est brut, quoi. Oui, ça fait un peu Orange Mécanique, globular. Oui, c'est ça, il y a un côté... Alors que blood bag, c'est presque la perfusion. Ouais, c'est ça. C'est ça, il est suspendu comme un sac de perfusion. Il est suspendu, mais il est suspendu à l'avant. Un peu comme on peut voir aux États-Unis certains véhicules qui ont une tête animale sur le capot. Exactement. Ou la figure de proue des navires, qui sont aussi souvent des animaux d'ailleurs. Mm-hmm. Ce lien qu'il a du sang, c'est une forme de laisse aussi, dont Max essaye de se débarrasser pendant toute une partie du film. Et c'est là où je reviens au côté animal.
c'est que les premières répliques de Max, ce sont des grognements. Il est quasiment animal, en fait, parce qu'il s'exprime que par grognement, par regard. Et au fur et à mesure du film, au fur et à mesure qu'on s'attache au personnage, il s'exprime de plus en plus comme si on le comprenait au final. Un peu comme quand on comprend un animal à force de le côtoyer. Je pense que si les gens qui nous écoutent ont un chat ou un chien, on met du temps à comprendre que ses miaulements ou ses aboiements expriment différentes choses, en fait. Moi, j'ai un enfant, mais ça marche aussi. Ça marche aussi. J'hésitais à faire la même blague. C'est bon. Un des antagonistes du film est surnommé le mangeur d'hommes, donc on revient au cannibalisme. C'est d'ailleurs un personnage qui est presque mutant, parce qu'il est difforme. On voit que clairement il n'est pas en bonne santé. Il a les veines qui ressortent, tout est dégoûtant. Dans ce film aussi, il y a des répliques qui ont des doubles sens. Ah oui. Notamment lorsque le groupe qui s'échappe, je parle un petit peu du groupe, en fait ce sont des femmes, parmi les maîtresses forcées d'Immortan Joe, donc des ventres, qui s'évadent, avec Furiosa, qui est une pilote, et qui se retrouve avec Max. Et à un moment, elles rejoignent un groupe de femmes. Donc c'est quasiment les seuls personnages féminins avec réplique qu'on peut voir dans le film, puisque les femmes qui allaitent au début du film n'ont pas de réplique. Et une de ces femmes, qui est d'ailleurs appelée dans le générique la gardienne des graines, dit à un moment, avant, on n'avait pas besoin de tuer. En présentant ces graines qui sont des fruits, des arbres, des légumes. Et elle les appelle the real thing. La vraie chose, le vrai truc, quoi. Ouais, puis en plus, il y a une ambiguïté sur... ou un absolu presque dans on n'avait pas besoin de tuer, pas seulement de tuer des humains, ce à quoi ils en sont réduits là, c'est tuer tout court, y compris pas d'animaux. C'est ça. C'est vraiment le double sens de cette réplique. Ouais. Puisque on leur reproche de tuer, mais elle dit en fait on fait que se défendre là. Et en plus elle parle aussi qu'avant chacun avait son champ, avant on n'avait pas besoin de tuer, donc la liaison des deux est vraiment forte. Pour revenir sur les graines, ce sont les seules ressources du film qui sont végétales. Les autres ressources sont le sang, on l'a vu, le lait, mais aussi il y a une obsession autour du pétrole qui est fait d'animaux morts. Eh oui. Ah, ça c'est hyper intéressant. J'avais pas du tout pensé en voyant le film. Bah oui, c'est du... C'est aussi de l'animal mort. C'est des hydrocarbures, quoi, ouais. À une échelle géologique importante, là, mais ouais. C'est à une échelle où on ne le consomme pas, mais on s'en sert quand même. Des dinosaures morts, d'ailleurs, on pourrait dire. Enfin, désolé, j'ai un peu mes obsessions aussi. Mais... oui, non, c'est ça. Des dinosaures morts et aussi un peu de végétaux décomposés, mais c'est principalement des animaux morts. Parmi les femmes, il y en a une qui malheureusement est enceinte. Je dis malheureusement pour elle parce qu'elle est un peu la priorité d'Immortan Joe. Et il s'avère que les Warboys remettent la main dessus. Et alors elle meurt, mais elle accouche quand même. Enfin, on l'a fait accoucher plutôt. Et c'est là qu'il y a un processus de déshumanisation qui est très fort. Puisqu'Immortan Joe hurle « Get it out ». Donc il n'humanise même pas le bébé, c'est « sors ce truc, sors-le ». Et d'ailleurs, le médecin n'est pas un médecin, c'est un mécanicien. Il a tous les codes vestimentaires et les attitudes du mécanicien. D'ailleurs, il remballe le cordon ombilical au bout du doigt comme un outil mécanique, en fait. Ah, ouais. L'avantage, pour moi, de Mad Max Fury Road sur Massacre à la tronçonneuse, c'est qu'il est un peu plus optimiste. Puisqu'on voit quand même un animal dans le film, c'est un scarabée. Il y a un scarabée qui se pose sur le doigt de Nux. Et pour un film d'action de 2 heures, qui est une course-poursuite, la caméra prend le temps de regarder ce scarabée qui avance et Nux qui le regarde avec une véritable fascination. On parlait de Max qui a beaucoup de grognements et tout, mais on se rend compte que du coup il est humanisé au fur et à mesure du film avec ses répliques, plus on le connaît plus il parle. Et les femmes en fuite font preuve, elles, par rapport aux Warboys, elles font preuve de pardon, de compréhension, puisque Nux, qui est un des Warboys, rejoint le groupe. Et on peut d'une certaine manière voir qu'elles le prennent sous son aile. Elle l'adopte. Exactement. Et ça le change complètement, en fait, puisque lui-même, après, fait preuve de compassion. Et s'il avait une obsession du sacrifice guerrier, quasiment, enfin, le film parle de fascisme aussi, là, il fait un sacrifice pour sauver d'autres personnes. Du coup, c'est un autre message. Oui. Je passais sur la dernière œuvre qui est Frankenstein. Donc, Frankenstein, il y a eu beaucoup d'adaptations. On connaît un peu la bête. Et en fait, dans le roman, il y a plein d'éléments qui sont rarement adaptés. C'est que on sait que la créature est intelligente, puisque elle est d'ailleurs même narratrice d'une partie de l'histoire, parce que Frankenstein est un roman épistolaire, donc elle raconte une partie de l'histoire. Et dans le roman, la créature de Frankenstein
puisque Frankenstein, c'est le scientifique qui crée la créature. La créature de Frankenstein apprend le français et elle reconnaît ses émotions. Elle dit même à un moment, elle affirme qu'en tant qu'être vivant, elle a aussi le droit au bonheur. Et c'est peut-être ça, finalement, ce qui fait peur aux gens, puisque tout le monde est effrayé par cette créature, c'est de voir que ce tas de chair, cet amas de chair, est finalement bien vivant et qu'en plus, il a des émotions. Un peu le parallèle de se dire que tous les animaux qu'on mange, donc qu'on tue, sont aussi des êtres doués d'émotions. Et l'autrice ne se trompe pas, puisqu'elle fait parler sa créature, qui dit à un moment une phrase « Ma nourriture n'est pas celle d'un homme, je ne détruis ni l'agneau ni l'enfant pour satisfaire mon appétit. Les glands et les baies m'apportent suffisamment de nourriture. » Ouais, donc c'est très clair. C'est explicite. Il y a une petite scène où la créature trouve un camp abandonné, et les hommes ont abandonné du coup les animaux qu'ils étaient en train de faire griller. Et la créature goûte. Elle trouve ça très bon. Mais au lieu de se dire « je vais continuer à tuer d'autres animaux, à les manger », elle se dit « tiens, et si je faisais cuire mes légumes, mes graines et mes fruits ?» Là, on va me dire « oh, tu vas trop loin, t'exagères, t'es vegan, donc forcément t'es influencé. » C'est le lobby. C'est ça, on voit ce qu'on veut voir. Du coup, sur Massacre à la tronçonneuse, je vais laisser Toby Hooper parler dans une interview à Bizarre Magazine. « J'ai arrêté la viande en faisant le film. D'une certaine façon, pour moi, le cœur du film était la viande. C'est le cycle de la vie et le fait de tuer des êtres sentients. Il y a du cannibalisme, mais ça c'est à vous d'arriver à cette conclusion, parce que c'est seulement sous-entendu. Guillermo del Toro a lui aussi arrêté la viande après avoir vu ce film. Alors peut-être que Toby Hooper a pas compris son film, mais... Est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce qu'on a fait ? Je sais pas. Non, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est pas tant est-ce qu'il a compris son film, c'est que même son propre film lui a fait un effet, dans le fond. C'est ça, puisque c'est pendant le tournage qu'il arrête. Ouais. Alors Guillermo del Toro n'est pas resté végétarien longtemps, puisque lors de sa venue à Lyon pour le Festival Lumière, il a posté une photo de lui à 10h du matin en train de se taper une assiette de tripes. Ah. Non mais ça c'est Lyon, Lyon c'est irrésistible. C'est ça. Peut-être qu'il faudrait lui donner à nouveau le DVD du film Massacre à la tronçonneuse pour qu'il le regarde à nouveau. Et oui, si ça se trouve, ça rend végétarien, mais pas forcément à vie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, tu as oublié le film et puis c'est bon. Non, je crois qu'il a été végétarien pendant 4 ans, il le dit en interview. Mais il y avait même un certain sous-texte dans ses films, notamment dans le premier Hellboy, où on comprend que la copine de Hellboy est végane. Okay. Puisque quand il est vexé, il se met à manger des cookies et un verre de lait, donc c'est un peu une espèce de vengeance mesquine. Et on comprend qu'elle-même boit du café sans lait. Petit sous-entendu. C'est subtil, mais c'est là. En parlant de subtil, on peut parler de George Miller, le réalisateur et scénariste de Mad Max Fury Road. C'est qu'il a aussi réalisé Babe, le cochon dans la ville. Donc 2 salles, 2 ambiances. Et c'est un film pour le coup qui est explicitement végétarien, puisque on parle quand même de sauver un petit cochon qui est très mignon au demeurant. Et il s'avère que pendant le tournage, l'acteur principal, James Cromwell, est devenu vegan et militant de la cause animale. D'ailleurs, il s'est fait arrêter à une manifestation il y a 2 ans, je crois encore, alors qu'il a quasiment 80 ans. Du coup, on peut dire que c'est les tournages qui rendent végétarien, en fait. J'ai l'impression. C'est le mode de vie un peu surexcité, comme ça, de devoir tourner des trucs, faire des journées de 12 heures et tout. Et puis l'attachement de jouer avec un cochon quand on est comédien ou comédienne. Tu t'attaches à tes collègues, en fait. C'est ça. Exactement. Bah oui, c'est un collègue. Et d'ailleurs, George Miller était lui-même végétarien depuis plusieurs décennies. Enfin, un végétarien qui critique aussi un peu l'industrie laitière, je pense qu'il est en train de se poser des questions aussi. Ouais, il se radicalise, attention. Ça y est. Sachant qu'en plus, il a aussi fait Happy Feet, qui a un gros message environnemental. Ouais, puis c'est pas anodin de faire des animaux les personnages principaux de plusieurs films. C'est ça. Oui. Non, c'est vrai que sur George Miller, on était déjà sur un bon client quand même, en termes de lecture écologique. Voilà, j'ai pas eu trop à forcer. Je le savais un peu moins pour Mary Shelley, j'avoue, mais... Alors, Mary Shelley, elle-même était végétarienne. Son mari était végétarien, donc Percy Bysshe Shelley. Il a même fait un poème sur la reine Mab, où il imagine un futur végétarien. Et d'ailleurs, elle était aussi la fille de William Godwin, qui fréquentait beaucoup les milieux végétariens du début du 19e siècle, fin 18e, début 19e. Donc on n'est pas totalement à côté non plus. C'est vrai. D'ailleurs, elle a dit elle-même dans une lettre que la créature de Frankenstein, c'était elle. Ouais. Là, vous pouvez pas voir, mais on fait les gros yeux des sous-entendus. Ouais. Du coup, un peu en guise de conclusion,
Les 3 œuvres que j'ai citées, elles ont eu beaucoup de lectures. On a vu et revu, réinterprété ces œuvres, notamment tout le travail de Mary Shelley, comme elle était la fille de Mary Wollstonecraft, une des précurseuses des féministes. Il y a eu une grosse lecture féministe de Frankenstein, comme quoi la créature de Frankenstein, ce serait ces femmes qu'on refuse de voir. Ça s'est fait beaucoup dans les années 70. Massacre à la tronçonneuse a beaucoup été vu comme un film contestataire, puisque ça sort quasiment au moment juste après l'affaire du Watergate. Donc, un moment qui est assez charnière aux États-Unis, puisque les États-Unis, qui étaient quand même assez patriotes, se rendent compte que même leur chef d'État peut être malhonnête, que même l'État, au final, n'est pas fiable. Donc, c'est un gros moment important pour la création. Et Mad Max Fury Road a eu son interprétation végétarienne, environnementale, féministe, et surtout antifasciste, puisque ça coche, tous les Warboys et Immortan Joe cochent beaucoup de cases et de marqueurs du fascisme. Ça, c'est assez clair. Et pourtant, je pense que bientôt, on va avoir des gens d'Extreme Mode qui vont reprendre le symbole des Warboys. Je le vois venir. Ah oui, ça, c'est toujours le risque on en a parlé dans la dernière émission, là, de qui va chercher quel message dans les films et qui va interpréter dans quel sens les signes qu'on y met. Comme les œuvres sont riches, on peut avoir plein de sens. Et du coup, je trouve que le sens qu'on voit, en tout cas le message qu'on retient d'une œuvre, il est beaucoup plus révélateur de nous, au final, de ce qui nous touche, de ce à quoi on est sensible, plutôt que du message que le créateur ou la créatrice d'une œuvre mettait dedans, en fait. C'est vrai, mais je trouve que ce qui est intéressant quand même dans ce que t'as pointé, c'est qu'il y a des éléments peut-être contextuels, mais qui nous permettent d'aller dans ces directions. Et en particulier, le fait que leurs créateurs et créatrices soient végétariens, végétariennes, ça nous invite vraiment à y aller. Je veux dire, on pourrait faire une lecture végétarienne, végane, antispéciste de ces 3 œuvres-là dans tous les cas, mais on a quand même une belle invitation avec ces faits historiques-là et les témoignages qui vont avec, quoi. C'est ça. Soit ça nous invite, soit dans l'autre sens, ça valide un truc qu'on avait pu voir dans le film et que du coup, on a le sentiment d'être tombé juste, quoi. Vous voulez dire que on peut pas totalement dissocier l'art de l'artiste? On va faire une émission entière là-dessus, là, parce qu'on va pas lancer ce débat. Mais dans le sens d'aujourd'hui, ça nous arrange plutôt, tu vois, de dire que des films de végétariens sont plutôt végétariens aussi, ou se prêtent à des analyses végétariennes. Je trouvais intéressant le parallèle qui se fait autour de la question du langage que t'as fait entre Frankenstein et Max, le Mad Max. Parce qu'effectivement, Max, il parle pas beaucoup dans Fury Road, mais à partir du moment où il se met à dialoguer avec d'autres personnages, en fait, on comprend non seulement qu'il est pas bête du tout, il comprend les choses, mais il est capable d'exprimer beaucoup de choses en très peu de mots. Et en fait, ça montre plutôt qu'il est extrêmement intelligent parce que il parle pas beaucoup, mais il sait se faire comprendre très très bien. Ça, c'est assez impressionnant dans l'écriture de dialogue de ce film-là. C'est ça. Et en plus, il comprend très bien ce qui se passe autour de lui, en fait. Il anticipe beaucoup, il est assez stratégique. Donc oui, on se rend compte qu'il est intelligent. En fait. C'est marrant parce que sur cette question cette question du langage là autour du personnage de Mad, je l'ai pas forcément lu comme ça. Moi, le fait de voir des grognements, le fait qu'il soit très taiseux, moi ça me fait plutôt penser à la masculinité, mais ça va un peu dans le sens de ce que disait Arcani. On voit un peu ce qu'on a l'habitude de voir, etc. Mais du coup, c'est presque un peu contradictoire parce que si c'est une sorte de métaphore de l'animal, c'est une créature qui est plutôt dominée, alors que là, moi je vois un peu un retour de peut-être les hommes parlent peu, ils grognent, mais en fait ils sont intelligents et stratèges. Ça prend un peu la lecture à revers. Ouais, mais il est quand même très victime au début du film. Il se fait capturer, il se fait utiliser. Comme ce que les hommes pensent être. C'est vrai. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, il évolue au contact des femmes dans le film. C'est vraiment ça. Il y a à la fois un truc où il se dégage de l'animalité et du coup de l'oppression qui était celle de Immortan Joe sur lui. Et en même temps, il se met en contact avec une autre forme. Puis l'autre femme importante, elle est très taiseuse aussi. Furiosa, elle parle pas beaucoup non plus. Donc, il y a un lien qui se fait entre les deux qui est en dehors de la question du genre, mais je suis complètement d'accord avec toi néanmoins, Alice. Mais parce qu'on peut deviner qu'elle a une grosse sociabilisation masculine. Totalement, ouais. Si on voit ce qui nous touche, si on retient surtout ce qui nous touche, on peut aussi se rendre compte qu'un sujet qui nous touche, une cause, n'est jamais très loin d'une autre, en fait. Et que c'est peut-être à l'intersection de toutes ces causes, de tous ces sujets, qu'il y a des possibilités de changement en dehors de la fiction. Jolie conclusion.
Merci. On avait pas mal ouvert l'émission là-dessus, donc c'est vrai que ça boucle un peu la boucle. En conclusion de cette discussion, merci Arcani d'avoir fait ce joli parallèle, puis proposer cette interprétation plutôt végétarienne de ces 3 œuvres assez connues. J'ai regardé cette semaine pour me mettre un peu dans l'ambiance le film Grave de Julia Ducournau. Et en fait, au tout début, il y a une référence qui me semble évidente à Massacre à la tronçonneuse. Les personnages sont en voiture, ça doit être la 3e scène. Ils font le tour du campus de l'école vétérinaire où va étudier l'héroïne du film. Et la mère de l'héroïne, qui a étudié là plusieurs dizaines d'années avant, lui fait un peu la visite et elle dit très peu de choses, genre là c'est le bâtiment des médecins et à côté la morgue. Et donc le truc de pointer depuis une voiture le bâtiment qui est la morgue, c'est une réécriture mais directe de la scène de Massacre à la tronçonneuse au début où le personnage dont tu as parlé, je crois que c'est Franklin, dit là c'est l'ancien abattoir et il se met à faire une grande diatribe sur l'abattoir. Ouais, c'est pas bête, ouais. Pour l'un des films les plus explicitement végétarien du cinéma contemporain, il y avait une référence directe là à la lecture que toi t'as fait de Massacre à la tronçonneuse. Ça m'a paru tellement évident en regardant cette semaine que je me suis... je suis content que mon lobbying pour ce film ait marché parce que Grave, c'est vraiment un très grand moment des quelques dernières années de cinéma français, je pense. Ouais, et puis voilà, quand on décode un peu d'où ces références là, ça fait du sens, tout ça se tient. Ben merci Arcani pour cette première chronique. D'habitude c'est moi qui assure des sujets de transition, mais aujourd'hui c'est Raphaël Lepers qui s'y colle. Raph, tu viens de dévoiler mon identité secrète. Ouais, c'est ça. Tu nous as concocté un genre de quiz. J'adore l'idée. Je vous ai concocté un petit quiz ciné-VG qui sera, fun fact, le seul et unique quiz sur le végétarisme dans lequel on ne parlera pas de Adolf Hitler. J'espère que vous en êtes heureux. C'est fait, en tout cas. En tout cas, on n'en parlera pas beaucoup plus que ça. C'est bon. Parce qu'en général, c'est un peu le seul personnage historique connu qui était végétarien. Et encore, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais on s'en fout. Alors, il respectait pas son régime alimentaire. Voilà. Bon, du coup, j'ai une série de petites questions pour vous sur justement la présence du végétarisme, de la viande et tout ça au cinéma, avec un certain nombre de petites anecdotes que j'ai trouvées intéressantes. Et du coup, voilà, je vous laisse répondre comme vous le sentez. Vous comptez vos propres points, parce que vous êtes grands, on se fait confiance, tout ça. Voilà, si ça vous va, je vais vous poser les premières questions. Alors, première question, on va la jouer Julien Lepers à fond. Nous cherchons un personnage de série. Voilà, indice pour chez vous. Personnage de série créé en 1966. Ce personnage a toujours été défini comme végétarien par opposition aux autres qui l'entourent. Durant les 79 épisodes de la série d'origine, ainsi que dans les quelques films qui ont suivi, on ne le voit consommer de la viande qu'à une seule reprise, alors qu'il risque de mourir de faim et qu'il n'y a que ça à manger. Mais tout de suite, il se sent coupable et il prononce cette phrase mémorable « Je me conduis de façon indigne, j'ai mangé de la chair animale et j'y ai pris plaisir. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? What is wrong with me ?» Si vous avez la réponse, évidemment, vous pouvez la hurler. Non. Il est issu d'une race extraterrestre qui brille par sa rationalité. Alpha. Il reproche aux humains de se présenter comme une espèce... Oui, c'est Spock. Ah, c'est Spock. C'était pas Alf, c'est Spock. Mais Alf, il mange des chats, non? Il mange des petits chats. Ouais, Alf, il mange des animaux. Je sais pas, j'en souviens plus trop. Et il mange des chats. T'as raison. T'étais pas loin. Et oui, c'est Monsieur Spock de Star Trek, issu d'une race extraterrestre, je termine, donc, qui brille par sa rationalité et reproche aux humains de se présenter comme une espèce intelligente, alors que le fait de manger et de faire souffrir des animaux est pour lui une preuve de grande cruauté. Et pour sa part, il considère la consommation de viande comme un acte hautement illogique, pour reprendre le fameux gimmick de Star Trek. C'était donc Monsieur Spock, un point pour Arcani. Ouais, j'adore Spock. Alors, est-ce qu'ils ont gardé son végétarisme dans les nouveaux films? Eh bien, je crois que oui. Il me semble que... Non, ils en parlent pas. J'ai vu récemment les derniers Star Trek, là, je crois pas qu'ils en parlent, ça me dit rien du tout. Ceux de J.J. Abrams, ça ils en parlent pas, mais du coup, au moins, ils esquivent le sujet, quoi, on va dire. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est végétarien par défaut de manger dans le film, ou est-ce qu'il est végétarien de manière assumée, mise en scène? En tout cas, voilà, c'est ça. C'est pas dit, mais il mange pas de viande. Voilà. Intéressant. On le voit pas, en tout cas. Alors, deuxième question. On cherche cette fois-ci un film. Dans quel film entend-on la phrase suivante ? Les aliens sont sûrement végétariens parce qu'ils ont compris que c'était mieux pour eux. C'est la guerre des mondes ? Indice, c'est pas la guerre des mondes. C'est une phrase prononcée par un enfant dans un film d'invasion extraterrestre. Signe ? Oui, Signe Yes. De M. Night Shyamalan. Ah, c'est difficile parce que ils aiment pas la viande, ils aiment pas l'eau, il leur reste quoi ? Il ne reste pas grand-chose de notre bon vieux mode de vie à la française, c'est clair.
Donc, Sin sorti en 2002 avec un autre acteur au casting qui est connu pour être vegan, à savoir Joaquin Phoenix, et qui est réalisé par un cinéaste d'origine indienne qui est sensible à ce genre de cause, M. Night Shyamalan. Donc, 1 point pour Robin, bravo. Troisième question. Dans Only Lovers Left Alive, Les Derniers Amants au Québec, de Jim Jarmusch, les 2 vampires interprétés par Tom Hiddleston et Tilda Swinton évitent de tuer des humains pour se nourrir, et ils préfèrent acheter discrètement du sang dans les réserves d'un hôpital. Et c'est bien sympa de leur part. On pourrait donc dire que ce sont des vampires végétariens, qui refusent de tuer pour se nourrir. Mais il y a en fait une autre raison qui n'est pas forcément éthique. Laquelle ? Mince, je l'ai vu il y a pas longtemps. Vous pouvez me faire des propositions. Moi, j'ai pas vu le film, alors il faudrait que je sois un peu imaginatif. C'est un de mes films préférés en plus. Soyez imaginatif. Ouais, j'adore. Soyez imaginatif. Tom Hiddleston est tellement beau dans ce film. C'est pas lié à une maladie. C'est lié un petit peu à une question de maladie, ouais. Est-ce qu'ils veulent manger toujours le même groupe sanguin parce qu'il est meilleur ? C'est pas ça. Ça fait trop blood. C'est plus pratique, juste ça leur permet de pouvoir en avoir au frigo, non ? C'est pas ça la vraie raison. C'est une raison de santé. Moi, je sais pas du tout. C'est qu'ils veulent du sang en bonne santé, non ? Exactement. Ils veulent du sang en bonne santé et donc ils préfèrent le prendre chez les médecins qui ont vérifié plutôt que chez des humains qui bouffent n'importe quoi, se gavent de médoc et donc quand ils mangent du sang humain comme ça trouvé dans la rue, ça les rend malades. Ouais. Voilà. J'ai trouvé que c'était une bonne raison d'être végétarien, en tout cas en termes de cannibalisme. Ne pas manger les humains parce que vous allez tomber malade. En plus, on le sait que les animaux d'élevage sont gavés d'antibiotiques aussi. Exactement. Et c'est un peu la même. Voilà. Il y a peut-être ici un sous-texte. Je sais pas si Jim Jarmusch s'est exprimé sur le sujet, mais ça m'a paru intéressant. 4e question, et à choix multiple, celle-là vous avez le droit de répondre tous les 3. En 2012, lors d'une embrouille sur les réseaux sociaux, un cinéaste tweet cette phrase « Les véganes, vous êtes des gens ennuyeux et gris ». Alors vu la gueule de ces films, on pourrait presque imaginer que c'est un compliment, mais c'est quand même pas très sympa. De qui s'agit-il ? J'ai hâte de savoir les propositions, parce que maintenant que tu l'as introduit comme ça... Réponse A, Quentin Dupieux. Réponse B, Michel Hazanavicius. Réponse C, François Ozon. Réponse D, Cédric Clapiche. Ah, j'allais dire Cédric Clapiche. Alors, j'étais persuadé que c'était Xavier Beauvois. Ouais, j'aurais dit Beauvois aussi, ouais. En vrai, parce j'avais ça, ça aurait pu. Une ordure de droite dans le cinéma français. J'aurais dû mettre Beauvois dans les réponses. Ouais, moi, je serais allé direct sur Beauvois. Moi, je dirais Hazanavicius aussi. C'est ça que t'as dit, Alice ? Ouais, ça peut aussi, ouais. Non, Clapiche ou Hazanavicius, je dirais. Moi, je dis Hazanavicius. Tu peux redonner les 2 premiers, s'il te plaît ? Dupieux, Hazanavicius, Ozon, Clapiche. Moi, je dirais Dupieux. Ah, si c'est Dupieux, il y a des animaux dans tous ces films. Il y a une personne qui a juste ici, et c'est Arcani. C'était bien Quentin Dupieux. Et moi aussi, ça m'a un peu déçu qu'il pense ça et qu'il fasse un petit, un peu qu'il attire l'attention sur lui d'une manière aussi basse. Ouais, Mais voilà. Alors, pour l'avoir suivi sur Twitter, il est un peu réac sur les bords. Et problématique. Ah. Non, il est juste un peu vieux con. Bah, je sais que Robin, t'es assez fan de ses films, moi aussi, j'aime beaucoup. Ouais, de sa musique donc, aussi voilà. En plus. Et bon, Voilà, mais il faut apprendre à tuer ses idoles de temps en temps. C'est ça. Merci. Monsieur Oiseau, la peluche jaune. Qui apparaît dans la vidéo sur Massacre à la tronçonneuse. Oui, sur ta chaîne YouTube. Tu arrives à plugger ta chaîne YouTube de manière remarquable. Bravo. On comprend pourquoi t'as accepté l'invitation. Hein. Exactement. Une autre question. Alors, une autre question. Dans un film d'action sorti en 2013, 2 hommes très musclés se battent à main nue dans une prison. Et l'un balance à l'autre « Tu frappes comme un végétarien ». Qui prononce cette phrase et à qui ? C'est pas Sherlock Holmes ? Non, c'est pas de Guy Ritchie ? Non, c'est un film qui réunit 2 énormes stars du cinéma d'action. C'est avec Schwarzenegger et Stallone ? Oui, c'est exactement ça. Film. Très bon, ouais. C'est un film qui s'appelle Escape Plan 2013 avec Schwarzenegger et Stallone. Et Schwarzenegger balance à Stallone « You hit like a vegetarian » avec son petit accent autrichien très sexy, là. Ils doivent penser que c'est la version safe et politiquement correcte de « Tu frappes comme une fille ». Oui, exactement. Ils ont atténué. Alors, je pense que c'est une private joke, puisque Schwarzenegger fait la promo du végétarisme en Californie. Ah. Il a même coproduit le documentaire Game Changers sur le sport et le véganisme. Eh ben, tu me fais une transition parfaite parce que c'était ma question suivante. 10 ans plus tôt, il marque le point avant d'avoir la question, quoi. Exactement. 10 ans plus tôt, le même Schwarzenegger, alors gouverneur de Californie, c'était en 2003 donc, avait fait passer dans son état une loi historique contre la maltraitance animale, laquelle ? C'est un article qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, parce que, surtout en France. C'est l'interdiction du gavage ?
Même plus que ça. L'interdiction du foie gras, L'interdiction du foie gras tout court. De vendre ou de consommer du foie gras en Californie. Alors je crois que la loi a été défaite depuis, et qu'il paraît que c'est réautorisé. Enfin, j'ai pas bien suivi, mais en tout cas, vous pouviez avoir une amende de plusieurs milliers de dollars à l'époque si vous serviez du foie gras dans votre resto. Et évidemment, vous imaginez un petit peu la presse française face à ce genre de décision. Autant vous dire que si la cancel culture existait à l'époque, eh ben, on aurait eu une bonne grosse polémique. Je veux dire, la cancel culture. La cancel culture n'existe pas, mais si le mot cancel culture existait, c'est ça aurait bien fait parler de ça. Alors, question suivante. Parmi ces personnages de comics et films de super-héros, tous très puissants et virils, un seul n'est pas végétarien. Lequel ? Est-ce l'incroyable Hulk ? Est-ce Superman ? Est-ce Wolverine des X-Men ? Ou est-ce Wonder Woman ? Moi, je dirais Superman. C'est-à-dire que tous les autres, dans les comics, on sait qu'ils sont végétariens. Tous les autres sont définis à un moment ou à un autre comme végétariens. Ah, d'accord. Moi, je dirais Superman. Je dirais Superman aussi, ouais. Superman, je le vois pas végétarien. Arcani, ta réponse ? Par esprit de contradiction, je dirais Wolverine. Et tu as juste encore une fois, c'est bien Wolverine, qui n'est pas végétarien. Par contre, le méchant Magneto est vegan. J'ai lu ça quelque part. Alors, je crois qu'il explique pas vraiment pourquoi. C'est juste un trait de personnalité comme un autre. Mais voilà, c'était bien ça. Et non, Superman est défini comme végétarien dans certaines histoires. Voilà. Et donc, on a comme ça un expanded universe de super-héros qui ne mangent pas de viande. Je trouvais ça intéressant. Alors, où en sont les scores, là ? Arcani nous déglingue. Ouais, je crois aussi. Ouais, je pense que c'est pas la peine de faire le point sur les scores. Bon, c'est pas grave. On va pas compter. Dernière question. Et on va dire qu'elle vaut 9 points. Comme ça, vous avez vos chances. Ah, super. C'est la chance au perdant. Voilà. En 1995, 2 célèbres végétariens font une apparition comme guest star dans un épisode de la saison 7 des Simpsons. C'est Paul McCartney et sa femme Linda. D'ailleurs, leurs personnages font un discours sur la défense des droits des animaux. Mais pour accepter de participer à la série, le couple a posé une condition non négociable. Laquelle ? Il fallait qu'ils soient pas moqués, ou qu'ils aient raison. C'est une bonne idée, mais c'est pas ça. Il fallait qu'un des personnages devienne végétarien et c'était Lisa Simpson. Exactement. Il fallait que Lisa Simpson soit et reste végétarienne jusqu'à la fin de la série. Jusqu'à temps que les Simpsons existent. Et en même temps, c'était bien vu scénaristiquement d'accepter parce que ça finit de caractériser le personnage très très bien. Et ben exactement. Et d'ailleurs, c'est dans l'épisode où justement Lisa Simpson devient végétarienne à ce moment-là et elle est aidée par les personnages de Paul McCartney et Linda McCartney. Donc wow. Et voilà, leur condition c'était vous nous faites pas à l'envers en disant que finalement 3 épisodes plus tard c'était un rêve et elle rebouffe de la viande quoi. J'imagine les avocats qui ont été contactés pour écrire le contrat qui indique que Lisa Simpson est définitivement végétarienne, genre. Ouais, ça devait être assez absurde. En tout cas, bravo Arcadi, on a bien fait de t'inviter. On a bien fait de t'inviter parce que du coup, t'as trouvé toutes les bonnes réponses. C'est trop bien. Ah ouais, en plus des trucs super précis. Si t'avais pas été là, moi j'aurais galéré. Excellent. Bon bah merci Raph, trop bien le quiz. Franchement, je pense qu'on va le refaire parce que j'adore l'idée. C'est un côté gamifiant, mais c'est beaucoup mieux qu'un concours d'anecdotes sur le principe. Voilà. Ouais, sans commentaire. Je fais la blague parce qu'on a aussi beaucoup entendu parler du fameux concours d'anecdotes ici au Québec aussi. Ça a fait la manchette dans la presse, donc c'est une blague française mais qui est compréhensible ici aussi. C'est pas mal. Il y en a peut-être pas tant que ça. La prochaine chronique, toujours dans le thème végétarisme, ça va être celle d'Alice, puisque Raph, là, t'as suffisamment parlé pour l'instant. C'est toi qui avais la main. Ouais, c'est bon. Moi, je m'en vais, je vais faire un tour. C'est bon. Alice, tu nous as annoncé tout à l'heure, on va parler du food porn dans un animé japonais qui s'appelle en anglais Food Wars. Et je dis tout de suite une découverte pour ma part. Et merci tellement Alice, fait que j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Pareil. Ah, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est Food Wars ? Food Wars, c'est d'abord un générique pop metal ultra cheesy. C'est un jeune garçon qui rejoint un peu le Poudlard de la cuisine. C'est des plats qui sont tellement bons que ça fait exploser les vêtements de toutes les personnes qui les goûtent. Et c'est des termes français prononcés avec l'accent japonais en continu, c'est vraiment un régal. À l'origine, c'est un manga de Yuto Tsukuda qui est publié à partir de 2012.
Mais la notoriété vient surtout de l'adaptation en animé, d'abord diffusée à partir de 2015 sur des plateformes spécialisées, et puis en 2018 sur Netflix. Donc là, vous pouvez aller voir les premières saisons sur Netflix si ça vous tente. J'en profite pour dire qu'elle est sur Netflix à la fois en France et au Canada, donc si vous nous écoutez, peu importe de quel côté, c'est bon. C'est l'histoire un peu de tous les shonen appliqués à l'univers de la cuisine. En gros, après avoir été élevé par son père dans le restaurant traditionnel familial, on a un jeune garçon, Soma, qui va intégrer une école très élitiste de cuisine dans laquelle il va devoir faire ses preuves. Un shonen, c'est un type de manga qui signifie littéralement garçon adolescent en japonais. Donc c'est un terme qui désigne plutôt un public cible et pas des caractéristiques formelles. À la limite, sur les caractéristiques formelles, on peut dire que le shonen, il utilise un procédé narratif qui s'appelle le neketsu. C'est un peu leur équivalent de notre monomythe. C'est-à-dire que, voilà, c'est des caractéristiques très claires qu'on retrouve un peu dans tous les shonen. On a un jeune garçon. En général, il est orphelin, il est innocent, il est naïf. Et puis, il va devoir surmonter tout un tas d'épreuves qu'il va réussir à dépasser grâce à sa volonté inaltérable. Et en général, il faut qu'il participe à des tournois ou à des combats. Donc je suis sûre que vous en avez déjà lu ou vu, les plus connus, Naruto, One Piece. Globalement, on peut dire que c'est une idéologie un peu de droite. C'est un peu méritocrate, pouvoir de la volonté. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de déterminisme dans les shonen. Alors, c'est marrant que tu parles du monomythe d'ailleurs, parce que dans Food Wars, si je me souviens bien, il a un père, mais qui va se révéler être lui aussi un personnage important, comme un petit peu dans les Star Wars et compagnie, quoi. C'est on pense qu'il part de rien, et puis finalement il va découvrir son père, quoi. C'est exactement ça. On retrouve vraiment le même genre de caractéristiques. Et l'équivalent des shonen au féminin existe, c'est les shoujo, donc c'est pareil, mais destiné à des publics d'adolescentes. Et je pense que on est plein à en avoir lu, et pas forcément en restant dans sa catégorie correspondant à son genre. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes filles qui lisent One Piece, Naruto, et des garçons qui ont lu Love Hina. Allez-y, dénoncez-vous si c'est le cas. Merveilleux shoujo avec je me dénonce. un garçon entouré d'une bande de filles au sein gigantesque. Voilà, c'est ce genre de manga. Et donc toute ces types comme ça de types de manga, ça me mène toujours à ma question, qui est ma grande question marotte, à qui c'est destiné tout ça? Et vous allez voir que dans le cas de Food Wars, c'est encore plus intéressant et encore plus questionnant. Alors la première dimension que je vais aborder de Food Wars, c'est vraiment la dimension food porn. C'est du food porn littéralement et en continu, et pour plusieurs raisons. Alors, je fais peut-être un petit point sur le terme. Food porn, ça a rien à voir avec de la pornographie qui utiliserait de la nourriture. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est bien du porno de nourriture. C'est littéralement de l'orgie de bouffe. C'est qu'on fait vraiment du porno avec des plats, avec de la gastronomie. Alors dans Food Wars, premièrement, on peut dire que les plats que préparent les personnages sont vraiment sublimés par les dessins de Shun Saeki. On voit des plats luisants de gras, étincelants de sauce, coulants, fondants. Et c'est une représentation qui cherche à être figurative, parce qu'elle cherche à faire une copie du réel qui serait encore plus parfaite, mais en même temps qui serait déjà qui fait référence à ce qu'on voit, mais aussi peut-être une copie plus parfaite, plus rebondie. On voit que les omelettes sont prêtes à exploser. On voit les viandes qui sont tellement fondantes qu'elles se découpent très facilement juste sous le poids de la fourchette comme ça qui arrive à découper la viande. Et cette représentation très parfaite de la nourriture, c'est quelque chose qui explose un peu sur Internet. On peut penser aux gifs de nourriture, de dessins animés qui reprennent parfois, je sais pas, par exemple ceux de Miyazaki. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de gifs. On voit les magnifiques plats qu'il y a dans les animés de Miyazaki. Et puis après, derrière, il y a des chaînes qui vont reprendre ces recettes-là pour essayer de les refaire en vrai. Donc on a une espèce de ping-pong comme ça entre représentation parfaite de la nourriture, posté sur Instagram, recopié dans des vrais plats, reposté sur Instagram, etc. Donc c'est ça le food porn, c'est réentretenir ces images. Deuxièmement, la dimension food porn, elle va se trouver dans les réactions que provoquent ces plats sur les personnes qui dégustent dans l'animé. Ces réactions, elles sont outrageusement sexuelles. Mais vraiment, à un point très, très impressionnant. La nourriture provoque vraiment des orgasmes spectaculaires à chaque épisode. C'est quand même ça le sel de
de cet animé. Pour les personnes qui l'auraient pas vu, faut comprendre que c'est un orgasme par dégustation. C'est ça, c'est pas allusif. Vraiment, les vêtements explosent, les personnages se retrouvent à poil avec leur corps musclé et sexy, hommes comme femmes. Ils poussent des petits cris typiquement japonais et puis on a les gouttes de sauce qui giclent dans tous les sens, ça fait des geysers géants. Enfin, c'est vraiment des orgasmes en continu. Je vais vous raconter la fameuse scène du jus de viande de l'épisode 1 qui est un peu devenu mythique, hein, parce que dans l'épisode 1, il y a un peu tous ces éléments. Si vous voulez en voir qu'un, vous aurez compris l'animé. Donc, Soma, le personnage principal, il sert le fameux rôti inimitable, qui d'ailleurs a été beaucoup imité ensuite sur Internet, à une promotrice immobilière qui est venue annoncer la fermeture du restaurant familial. Et alors cette femme, elle prend lentement sa fourchette, elle la plante dans la viande, ça libère un petit nuage de fumée et de jus, et puis dans un suspense insoutenable avec une musique épique, elle amène la tranche de rôti farcie lentement dans sa bouche, elle croque, et là on voit la bouchée qui explose dans sa bouche, et puis ses jambes nues qui se resserrent avec gêne, et on a un arrière-plan de sauce luisante. Et là on a une voix off qui dit « Tout ce jus de bacon parfaitement grillé jaillit dans ma bouche innocente, avec en fond des cœurs un peu religieux. » Et là, les seins énormes de cette femme bougent un peu et remuent d'émotion. Et là, elle prend une seconde bouchée avec ses assistants, et là, tout explose. Les vêtements, la sauce, le rôti, et tout le monde crie « Jus de viande !» Ce que je voudrais dire à celles et ceux qui n'auraient pas vu encore Food Wars et qui connaîtraient pas, ce que vous avez imaginé à la description d'Alice, imaginez ça en fait en 1000 fois plus caricatural, 1000 fois plus exagéré. C'est difficile d'imaginer seulement. C'est très épique. Et du coup, j'en reviens à qui c'est destiné tout ça, en fait. Parce que c'est assez loin du shonen classique, finalement. Est-ce que vraiment c'est pour jeunes garçons, ce qu'on vient de voir? J'ai l'impression que ça célèbre plutôt le plaisir de la nourriture, le plaisir de la gastronomie, qui sont des préoccupations qui sont beaucoup plus adultes. Comparer le plaisir sexuel et le plaisir gustatif, c'est vraiment une conversation classique de trentenaire. Tout le monde a eu cette conversation un jour. Alors, tu préfères le sexe ou la nourriture? C'est même le fameux dilemme de Joey dans Friends, où il se met à hésiter en disant « Sex, no food, no sex !» sans pouvoir choisir. Et cette tendance-là, hyper sexualisante dans les mangas, ça a un nom, c'est une esthétique japonaise qui s'appelle le ecchi, qui signifie en japonais pervers ou indécent. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas trop en Occident, c'est le fait d'utiliser le sexe, mais vraiment pas dans une perspective pornographique ou pour en parler, mais dans une perspective qui est un peu comique. Je pense que si vous avez déjà regardé des animés, vous voyez à quoi je fais référence. Le fait qu'il y ait des seins énormes, en fait, c'est pas juste pour dire que c'est des filles qui ont des gros seins ou qui sont sexy ou attirantes, c'est un peu pour rigoler. Je crois que ça les fait sincèrement rigoler de voir des seins qui rebondissent un peu. Et ici, dans Food Wars, c'est pas les personnes qui sont sexualisées, c'est pas les femmes, c'est la nourriture elle-même. Et cette nourriture elle-même sexualisée, elle est souvent carnée, grasse et calorique. Peut-être qu'on peut dire, je tente une comparaison, que les plats de Food Wars sont à la gastronomie ce que Catwoman est aux femmes. C'est-à-dire trop parfaite, trop en cuir moulant. Peut-être que de la même manière que Catwoman est sexualisée sans parler de sexe, Food Wars utilise les codes du hentai sans parler de pornographie. D'ailleurs, il y a un moment où Soma fait goûter un plat excessivement dégoûtant à une jeune fille, et là on la voit entourée par des tentacules de poulpe qui se glissent un peu partout, et là elle dit « Le goût infect de ce plat m'a donné l'impression qu'un calamar me dérobait mon innocence ». Donc là, gros wink-wink au hentai, c'est exactement l'esthétique. Oui, c'est une référence directe, ouais. Oui, c'est une référence directe, mais ça parle pas de ça. Sur le côté viande, il y a aussi un des personnages de l'animé, c'est Mikumi, si je me trompe pas, qui est obsédée par la viande, puisqu'elle est fille d'industriel de la viande, et c'est celle qui est le moins habillée. Ne spoile pas encore une fois. Hein. Évidemment, j'y arrive. Donc pour finir sur cette histoire du food porn, c'est vraiment une esthétique de l'excès, de la surenchère, et qui va mettre tous nos sens en éveil. Quand on regarde Food Wars, on salive, on a faim, on rigole, et c'est une espèce de plaisir un peu d'être saturé de sensations différentes en même temps. Et comme Arcani m'a fait ma transition, j'en arrive à la question de la viande, alors, dans Food Wars. Parce que y a beaucoup de viande. Hein, parce que si c'est un excès,
l'excès, c'est aussi un excès de calories, et logiquement, donc de viande. Le food porn est quand même assez souvent associé à la viande, même dans ses versions réseaux sociaux. Vous avez peut-être en tête le genre de vidéo qu'on peut voir si on scrolle son réseau social favori, on rajoute plein de sortes de viandes différentes, et encore du bacon grillé, et encore des lardons, et encore du fromage, etc. C'est quand même très présent dans ce type de vidéo. Ouais, c'est équivalent du tacos 5 viandes, quelque chose comme ça. C'est ça. Il y avait la chaîne YouTube Epic Meal Time, où ils faisaient des lasagnes à 1 million de calories, ils devaient couper ça à la scie, tellement c'était énorme. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, Food Wars reprend beaucoup de ces codes-là. Et donc, je voulais parler effectivement de Ikumi, qui est surnommée dans l'animé et dans le manga la maîtresse des viandes. J'adore cette expression. Et qui joue beaucoup aussi sur l'ambiguïté SM. Elle est habillée effectivement très sexy. Elle a un haut de maillot orné du drapeau américain. Elle manie un peu les casseroles comme des fouets. Et je pense que ça renforce vraiment l'ambiguïté, mais peut-être le jeu conscient des créateurs de cet animé entre le sexe et la viande. Le fait de dire qu'il y a une dimension sexuelle dans le fait de manger de la viande. Et j'en arrive à me demander ce que ça me fait à moi de regarder ça en tant que végétarienne. Là, je vais parler de moi, parce que évidemment, toutes les personnes végétariennes le sont pour des raisons différentes. Vous me direz à la fin ce que ça vous fait. Mais je dirais d'abord que ça a une petite dimension cathartique pour moi. Parce que je suis pas du tout dégoûtée par la viande, même si j'en mange pas. Et de la même manière que j'aime bien chasser avec cruauté dans les jeux vidéo, j'aime bien regarder des pyramides de viande baveuse dans Food Wars. Peut-être que c'est un plaisir qui va être davantage, du coup, visuel et auditif. N'oublions pas les bruitages d'explosions de gras. Et qui va remplacer le plaisir gustatif que j'aurais pu avoir si j'avais continué à manger de la viande. Et on sait que quand on mange, il y a une circulation entre les différents sens. Et que l'expérience des autres sens joue beaucoup dans le goût que l'on ressent. Donc peut-être que regarder Food Wars, c'est une espèce de transfert du plaisir de la viande, mais pouvoir la consommer de manière complètement cruelty-free, et c'est une expérience corporelle un peu nouvelle. Et d'ailleurs, je sais pas si ça sert à quelque chose de dire ça, mais Soma, le nom du personnage principal, ça veut dire corps en grec ancien. Alors c'est un prénom japonais, mais voilà, ça a quand même ce sens-là. Et la deuxième chose intéressante que ça me fait, c'est que souvent dans la série, le twist, c'est que en fait, c'était pas de la viande dans le plat. Ça arrive souvent que le plat qu'a réussi à faire Soma, c'était grâce à des espèces de conjonctions d'aliments fondus ensemble. Il a mis des oignons et des pommes de terre, et l'amidon a soudé le tout et ça a reconstitué quelque chose. Ça peut vraiment faire penser aux substituts de viande qui sont tant à la mode en ce moment, et que j'imagine vous consommez peut-être, qui essayent de copier la texture le plus fidèlement possible de la viande. Et on peut dire que le simulacre du plat trompe-l'œil ici est en plus redoublé par le simulacre qu'est l'image animée. C'est-à-dire que quand on a regardé l'épisode, on a senti le goût de la viande juste en regardant des images, mais en plus ces images ne représentaient même pas de la viande. Donc on a été trompé 2 fois. Et pourtant on a quand même eu la sensation. Et évidemment, quand on me dit on a été trompé 2 fois, copie de copie, voilà, je suis philosophe et ça me fait penser à Platon. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, même si c'est un peu tordu. Mais en gros, chez Platon, l'art, c'est de la copie de copie. Il aime pas du tout l'art, Platon, parce que pour lui, le but de la vie, c'est de trouver la vérité. Et quand on fait de l'art, on fait une copie de la réalité, sauf que la réalité qu'on perçoit, c'est pas la vraie réalité. Peut-être que vous avez des souvenirs de la caverne de Platon, mais en gros, nos perceptions, elles ne correspondent pas au monde réel. C'est juste un simulacre, c'est une image, à cause du fait que nos sens sont imparfaits. Donc les artistes, ils voient mal la réalité et ils la copient mal. Donc à chaque fois qu'ils font de l'art, ça éloigne les spectateurs, qui perçoivent mal les œuvres en plus, de la réalité. Mais moi, en tant que végétarienne, je veux bien être éloignée de la réalité que je ne cautionne pas, celle de l'exploitation animale. Cette réalité-là, elle ne m'intéresse pas du tout. Et donc on peut prendre un peu Platon à revers et se dire mais c'est vraiment une bonne chose d'être éloigné de la réalité, parce que ici on peut consommer du coup ce pur objet food porn qui n'a presque plus rien à voir avec un animal vivant. Ici, l'image nous éloigne de la réalité, et c'est tant mieux. Voilà, si vous avez déjà vu Food Wars, vous vous dites sûrement que je suis allée beaucoup trop loin, mais c'est ça que m'a évoqué cet animé. Mais c'est pas con, parce qu'en plus on parlait tout à l'heure de
du tournage de Massacre à la tronçonneuse en disant que finalement il y avait quand même un prix à payer en termes de maltraitance et tout, alors que là, comme c'est de l'animé, on s'en fout, il y a pas d'animal qui a souffert, même pas d'acteur, d'actrice, voilà, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, je me faisais la même réflexion avec la série de vrais cochonnets porcelés acteurs qui ont joué Babe dans le film de George Miller, qui d'une certaine manière, même avec tout le respect qu'il y a aussi sur les tournages, y compris avec les tics de George Miller dont on a parlé, c'est quand même des cochons qui sont exploités sur le principe. Alors que là, bon, on sait pas ce que mangent les personnes qui font l'animation de Food Wars, mais ce serait peut-être le seul biais, si on va aller très très loin, un peu dérangeant. Que mangeait-on dans la caverne de Platon, quoi? L'allégorie ne le dit pas, Alice. C'est la grande question. C'est vrai, on n'en sait rien. Je disais, c'était une découverte pour moi, c'est fulgurant. Ouais, je vous conseille vraiment. Je suis pas du tout spécialiste de l'animation japonaise, alors je vais pas m'avancer sur des territoires que je connais pas, mais ce que j'ai aimé, justement, c'est que, en fait, même si c'est très étrange sur plein de plans, très exagéré, très étonnant, ça se base, tu l'as un peu dit, sur des schémas qui sont en fait assez classiques et qu'on connaît, même si on n'est pas familier d'animation ou de manga japonais. T'as fait pas mal la référence à des grands genres qui existent déjà dans l'animation et le manga, mais en fait, on est obligé de se dire qu'on est un peu familier de l'esthétique, et notamment parce que ça fait beaucoup référence à la pornographie, quoi. C'est assez étonnant, on se dit, ah oui, je reconnais ça, ah oui, merde, c'est du porno. Oui, bon, oui. c'est le sentiment de déjà vu, mais pas forcément le plus innocent qui soit. C'est ça. Raph, toi, tu connaissais? Ouais, moi, je connaissais, j'ai vu aussi une partie des premières saisons, peut-être pas tout non plus, parce que, bon, c'est quand même très long, et au bout d'un moment, on a un peu compris le principe. Mais effectivement, je me souviens de la découverte de l'épisode 1 et de cette scène de l'explosion de jus de viande. C'était un grand moment de découverte, quoi. Vraiment, je vous invite à prendre les 20 minutes ou 25 minutes nécessaires à la découverte de ça. Ne serait-ce que si vous en regardez qu'un, ça suffit vraiment à vous ouvrir un imaginaire que vous ne verrez plus jamais votre steak de la même manière, quoi. C'est clair. Mais c'est vrai aussi, il y a un côté documentaire qui est rigolo, qui est intéressant. Parce qu'en fait, on découvre plein de choses aussi sur la gastronomie japonaise et pas seulement. Je suis pas allé très très loin, mais il y a un côté aussi, malgré toutes les outrances au niveau du style, il y a quelque chose aussi effectivement, comme tu le disais, Alice, de représenter aussi quelque chose qui est de l'ordre du réel. Alors, on est content que ça représente pas les conséquences de la cruauté animale, mais on est aussi content de découvrir des choses, en fait. Oui. Merci de nous avoir fait découvrir Food Wars à Alice, et puis j'espère que je pense que ça vous a donné envie, là, quelque chose d'aussi exceptionnel, étonnant, baroque, peut-être que Food Wars. Et en terminant cette conversation, je vais une deuxième fois, je vais faire le prof de français québécois aujourd'hui, mais vous conseillez à nouveau un livre québécois, je québécise l'émission. Parce que en fait, on était carrément dedans et on en a presque parlé. Je sais pas si vous connaissez le mukbang. Oui. Je me doutais que s'il y en avait un qui connaissait, ce serait toi. C'est le fait de se filmer en train de tout bouffer, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le fait de se filmer en ingurgitant des quantités massives de nourriture. Il y a parfois aussi des sous-genres, justement, avec des défis de nourriture, avec des thématiques, des nourritures épicées, etc., etc. Avec les marques de fast-food aussi. Ouais, il y a des partenariats, bien sûr. C'est YouTube, après tout. Et je vous disais, donc, roman québécois, l'autrice Fanny Demeule, qui est aussi romancière, éditrice, qui est docteur en études littéraires et scénariste, vous voyez qu'on fait quand même le lien facilement, vient de consacrer son dernier roman donc à la mouvance mukbang, et donc l'héroïne de son roman qui se lance à corps perdu dans la création de vidéos d'ingurgitation massive de nourriture. Et ce qui est intéressant au niveau formel dans le roman, c'est qu'il est parsemé de codes QR qu'on peut aller flasher avec son cellulaire, et ça nous renvoie soit à des images, soit directement à des vidéos YouTube pour justement nous rendre familiers de certains éléments desquels on est parfois un peu étrangère ou étranger. C'était mon cas, je connaissais pas du tout cette mouvance, et c'est intéressant. Bref, donc je vous conseille ça, c'est Fanny Demeule, le bouquin c'est Mukbang, M-U-K-B-A-N-G, c'est un terme coréen. Et c'est paru chez Tête Première au Québec. Okay. J'ai vu, c'est aussi dispo en e-book en France sur le site de l'éditeur. Donc, n'hésitez pas, on vous mettra les références sur nos réseaux sociaux. Merci pour ce conseil. Ça a l'air bien cool.
Avant de laisser la parole à Raph pour la dernière chronique de l'émission, j'ai un petit sujet comme d'habitude à vous soumettre, une question qui m'intrigue un peu, j'aimerais votre avis. C'est très en rapport au fond avec la chronique d'Alice en particulier, qui a bien mis la table, si je peux me permettre le jeu de mots pour mon sujet. Ma question, c'est quoi le truc avec Top Chef ? Je veux dire, depuis le début de l'émission, on fait les malins, oui, on est végétarien, on est de gauche, représentation de la viande, simulacre, surconsommation, tout ça. On est où on a tous été, autant qu'on est là tous les quatre autour de la table, des amateurs, amatrices de l'émission Top Chef, que je replace rapidement dans son contexte, parce que si vous ne nous écoutez pas de France, vous n'avez peut-être pas le contexte. Encore que, on a parlé récemment à la radio québécoise, je l'ai entendu, de la finale de Top Chef. Mais bon, Top Chef, c'est ce concours de cuisine télévisé qui est donc adapté d'une émission du même nom qui a été créée en 2006 aux États-Unis et qui est diffusée en France sur la chaîne M6 chaque année depuis 2010. C'est au niveau de l'automne, je pense. C'est comme un des grands rendez-vous annuels maintenant de la télévision un peu real TV. Et je veux dire, c'est quoi notre grand problème de... Est-ce qu'on peut être encore de gauche et aimer Top Chef ? Bah, la réponse est oui, parce que c'est notre cas, mais c'est pas nos valeurs, quoi, Top Chef. Je vous renvoie la question, je sais pas. Arcani, ça te fait marrer, je vois, t'as opiné à ma question. Oui, parce que, en fait, je suis Top Chef depuis la saison 2. Donc, chaque saison. Un fan hardcore. Ah ouais, complet. Mais moi aussi, hein. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça évolue aussi, puisqu'ils ont de plus en plus de thèmes sur le végétal. Et on voit de plus en plus de candidats et de candidates qui sont passionnés par le végétal et tout. Quand il y a des candidats comme cette saison ou la saison précédente qui vont cuisiner un animal entier, ils vont être assez mal vus sur les réseaux sociaux, ça va être mal perçu, on en parle. Donc ça commence à bouger. Genre le truc, pourquoi t'as cuisiné avec un chevreuil entier pour faire une toute petite assiette gastronomique. C'est ça. Ouais, mais parfois c'est même pire que ça. Il y a des espèces de concepts, genre ils ont des idées trop malaisantes, genre on va faire un plat avec du chevreuil pour sensibiliser au fait que c'est pas bien de chasser, tu vois, parce que ça rappelle la forêt. Enfin, il y a des trucs un peu. Ou alors le thème c'est pour éviter de gaspiller, on va cuisiner un animal entier. Ouais, voilà. D'accord. Ouais. Cuisine pas l'animal, tu feras des économies. Ouais, voilà. Ouais, je vais contrebalancer un peu votre enthousiasme parce que moi aussi je suivais depuis la saison 2 mais je viens d'arrêter, j'ai arrêté au milieu de la dernière saison, un peu dégoûtée de ce que c'est devenu et aussi un peu politiquement parce qu'il y a pas mal d'affaires qui sortent avec les chefs qui sont assez maltraitants et du coup j'aimerais bien faire une petite peut-être une mise en parallèle des histoires de domination qu'il y a à la fois dans le fait d'exploiter des animaux, c'est un rapport de domination, un rapport de pouvoir et exploiter c'est commis et on sait que les chefs qui sont dans Top Chef, notamment Philippe Etchebest, il peut être maltraitant avec les candidats, il les frappe, on voit les candidats s'écarter de lui quand ils ont réussi parce que quand il est content, Etchebest il tape. Il y a notamment Yannick Aleno qui est tout le temps invité à Top Chef et qui est connu pour ses affaires de harcèlement, de coups en cuisine. Ouais. Et de harcèlement sexuel, non un peu et de harcèlement sexuel, il me semble, et je me dis c'est un parallèle que font les écoféministes. Hein, le patriarcat, c'est une affaire de domination et d'exploitation, et c'est la même affaire que d'utiliser la nature et d'utiliser les animaux. Et je me dis qu'il y a de ça aussi dans Top Chef. Ouais. On le voit un peu à l'image. C'est clair que moi, c'est pas une émission que j'arriverais à défendre idéologiquement, hein. C'est même vraiment tout le contraire, quoi. Mais moi, si je regarde un peu comme je regarde Food Wars en me disant, ouais, c'est fascinant. En plus, comme c'est de la télé, t'arrives bien à penser que c'est pas du vrai. C'est un peu comme de l'animé, quoi. Il y a un côté tellement too much que, tu regardes parce que t'es fasciné par ce qu'ils font avec le plat, mais moi, je pense pas une seule seconde, et c'est peut-être débile, hein, mais à ce qu'il y a derrière. Et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est grave, quoi. Ouais, mais je suis 100% d'accord avec Alice. Et c'est en fait pour ça que je posais la question, parce que je vois bien qu'il y a un problème logique là dans notre... Ouais. Mais je pense que le succès de la série, c'est une télé-réalité pour les gens qui méprisent la télé-réalité. Oui, c'est vrai. Tu veux dire parce qu'elle est quand même un peu bien faite. Parce que c'est quand même on va dire des professionnels du milieu. C'est des gens qui savent faire des choses. Alors qu'on critique souvent la télé-réalité parce que c'est juste des gens qui existent devant une caméra. Donc, il y a souvent la critique qui savent rien faire. Ce qui est faux en plus, mais là, comme c'est de la cuisine, c'est des professionnels. Non, moi, je dois dire que ça coïncide, en fait, mon arrivée au Québec avec ma décision de devenir à 100% végétarien.
D'ailleurs, j'ai trouvé au Québec une terre d'accueil totalement idéale pour ça, parce que c'est beaucoup plus facile d'être végétarien à Montréal qu'à Lyon, où j'étais auparavant. Et en tout cas, c'était encore plus difficile il y a 4 ans que ça l'est aujourd'hui. Je sais que ça va assez vite. Mais c'est un coïncide. En fait, j'ai arrêté de regarder Top Chef au moment où je suis devenu végétarien, qui est le moment où je suis arrivé à Montréal. Donc, c'était plus dur de regarder la télévision française. Et je me suis dit que ça allait me manquer la première année Top Chef. Puis je regardais un peu les mèmes, les Twitter et tout pour regarder un peu les nouvelles. Puis ça m'a passé. J'ai un peu arrêté. Mais ouais, je vois bien qu'il y a encore beaucoup d'engouement. Et je vous disais, dans une émission de radio il y a pas longtemps, alors c'était un peu anecdotique, c'est dans une émission de quiz radiophonique. Donc c'est un peu, c'est du divertissement d'actualité, on va dire ça comme ça. Mais il y a eu une question sur, je pense, la demi-finale ou la finale de Top Chef, pour laquelle M6 avait dit ne regardez pas la télé, allez au resto pour encourager. Il y avait une sorte de je sais pas quoi, washing, Covid washing, déconfinement washing. Mais ouais, on a parlé de ça au Québec aussi, en tout cas. Bon, j'étais intéressé de savoir ce que vous en pensiez, mais on est à peu près d'accord. Il faut résoudre nos dissonances cognitives. Bah ouais, ça va mieux en le disant, en l'assumant. C'est bien fait, il faut se dire que ça craint, mais c'est tellement bien fait que ça a marché pendant très longtemps. C'est ça. On a le droit de se faire avoir. Il y a du montage, il y a du suspense. Il y a du suspense juste sur monter une mayonnaise. C'est vrai. C'est pour ça que ça rejoint Food Wars, en fait. Et sur est-ce que les gens vont se couper C'est vrai qu'il y a des blessures, t'as raison, Alice. Ouais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui utilise la mandoline, là, on a toujours très très peur. C'est ça. Il y a un truc un peu guerrier, il y a la coupure, le sang, il y a la brigade et tout ça. C'est très viriliste aussi, donc. Très viriliste, très militaire. Mais je crois que c'est l'ambiance en cuisine de manière générale. Une partie du vocabulaire est militaire en cuisine. En tout cas, et on peut peut-être terminer là-dessus, mais j'aime cette émission, je l'ai aimée cette émission, mais elle m'a pas du tout envie de devenir cuisinier, ça c'est sûr. Non. D'ailleurs, j'ai jamais été cuisinier dans ma vie. Par contre, j'ai été monteur dans une vie antérieure. Oui, j'ai fait du montage. J'ai commencé comme ça. Oui. Bon, aujourd'hui, je fais plutôt du montage son pour le podcast avec vous, mais c'est un peu parce qu'on dit trop de conneries et qu'il faut les enlever. Ouais, des fois, il y a des trucs à couper. On va pas se mentir. Mais on va parler de montage justement, puisqu'on était avec les couteaux dans la cuisine. On va peut-être passer aux ciseaux du montage. Encore que ça fait longtemps qu'on fait plus de montage aux ciseaux, bien sûr. Mais il y a encore l'icône ciseaux sur les logiciels. Ouais, souvent, l'imaginaire est là encore. Raph, tu vas nous parler du montage et d'un lien entre l'histoire du montage et la cruauté animale. Ça m'intéresse beaucoup. Exactement. Pour vous poser 2-3 mots de contexte, en fait, comment elle est venue cette chronique, c'est que depuis quelques années, alors moi je monte pas de films, mais je donne des cours de cinéma, d'analyse de films, d'histoire, etc. Et en particulier, j'ai souvent enseigné le montage. Ce qui est un domaine qui m'intéresse beaucoup et qui est intéressant parce que c'est ce qui donne le rythme d'un film et en même temps, c'est un moment qui peut être assez inventif, assez explosif. On peut dire qu'il y a des figures de style de montage, un peu comme en littérature, il y a vraiment des styles parfois très affirmés, etc. Et donc je me suis rendu compte que dans les grands exemples qu'on donne habituellement pour raconter l'histoire du montage, il y en a beaucoup qui font intervenir des animaux. Et, spoiler alerte, des animaux pas forcément bien traités. Par exemple, une des figures de style les plus remarquables, ou en tout cas qu'on enseigne en général dans le montage, c'est ce qu'on appelle le raccord de forme. En gros, il s'agit de monter l'une après l'autre 2 images, 2 morceaux de plan, qui représentent des objets différents, mais qui se ressemblent au niveau de leur forme globale. Un des exemples que peut-être vous avez sûrement vu, c'est dans les derniers films Star Wars, un plan avec un vaisseau spatial et un plan avec un fer à repasser qui a vraiment exactement la même forme juste après. Bon, bah voilà, ça oui. C'est... je vais faire un peu d'auto-promo, Raph, mais on a énormément parlé dans le deuxième épisode, le dernier épisode à ce jour, d'une invention sans avenir, on a énormément parlé du fameux raccord de 2001 Odyssée de l'espace entre l'os et le vaisseau spatial, qui est le grand monument canonique pour expliquer ce genre d'effet de montage. Exactement. Donc auto-promo, voilà. Bah ouais, allez réécouter si vous avez pas bien suivi. Voilà, bon bref, vous voyez en gros de quoi je veux parler, et sinon, tapez ce genre d'exemple, vous allez trouver assez vite. Et l'exemple qu'on donne parfois pour enseigner ça, c'est un film surréaliste de 1929 qui s'appelle Un chien andalou, réalisé par Luis Buñuel, en collaboration avec le peintre Salvador Dali, donc on a vraiment le gratin du surréalisme des années 20.
Et donc, dans un passage assez célèbre de Un chien andalou, on voit un homme qui s'apprête à trancher l'œil d'une femme avec un rasoir de manière horizontale. Et au moment où il va le faire, on coupe et on passe sur un plan de la lune qui est traversé par un nuage qui est lui aussi de la même forme, horizontalement, etc. Donc on a bien un raccord de forme entre ces deux éléments qui sont à peu près structurés de la même manière à l'écran, mais qui ne représentent pas du tout la même chose. Et donc, grâce au raccord de forme, on croit qu'on a échappé à la violence du geste. Sauf que tout de suite après, Buñuel, pour nous choquer, remet l'œil en train, pour le coup, de se faire trancher dans un très gros plan. Et on pensait qu'on allait avoir une métaphore, puis en fait, on n'a pas seulement une métaphore. C'est ça. Et donc, à la fois, il y a ce truc un petit peu malin de donner la métaphore à la place de l'objet, et en même temps, il y a le truc cruel qui arrive derrière. Alors, évidemment, tout ça, ça reste du faux, et justement, à ce moment-là, on a un très gros plan sur l'œil. Pourquoi un très gros plan ? Parce qu'évidemment, il n'a pas utilisé un œil humain, et donc il a gardé que le détail de cet œil, et il a utilisé, c'est l'histoire qui nous le dit, un œil de bœuf, pour ne pas avoir à trancher un véritable œil humain. Et ça montre bien, justement, que ce qui aurait été moralement inacceptable avec des humains devient en fait totalement normal avec un animal, et c'est le processus, on va dire, normal au cinéma pour faire un effet spécial, on va dire, organique, en faisant semblant qu'on a fait un truc, entre guillemets, plus grave que ce qu'on vient de faire. Donc voilà, cette scène, c'est à la fois un grand moment de montage très inventif, etc., et un grand moment de cruauté, où on voit de la violence physique, mais aussi de la violence sexiste et de la violence spéciste, parce qu'il n'est pas totalement anodin qu'il fasse ça sur une femme, etc., donc voilà. Et de manière générale, on va retrouver souvent cette cruauté dans l'histoire du montage, et c'est ce truc-là qui m'a intéressé. Il y a un autre exemple qui m'est venu tout de suite en tête, que les gens qui ont fait des études de cinéma connaissent assez bien, je pense. C'est un film qui s'appelle La Grève de Sergei Eisenstein, le cinéaste soviétique, qui est sorti en 1925. C'est l'histoire d'une grève ouvrière qui est réprimée dans le sang par l'armée du tsar, ça se passe dans la Russie tsariste, et l'idée d'Eisenstein, c'est de montrer une des prémices de la révolution bolchevique et de montrer comment il y avait déjà une ferveur du peuple qui a fini par renverser le régime des tsars. On cite souvent ce film parce que c'est l'un des films qui a inventé ce qu'on appelle le montage parallèle, c'est-à-dire une séquence qui alterne entre deux séries d'images indépendantes qui n'ont aucun lien entre elles, même au niveau du scénario, il n'y a rien à voir, mais ces deux séries vont résonner quand même l'une avec l'autre sur un plan un peu plus métaphorique ou un peu plus intellectuel. En l'occurrence, il s'agit de la toute fin du film, où on voit d'un côté des plans sur les grévistes en train de se faire tirer dessus par l'armée, et donc littéralement massacrés par l'armée, et de l'autre, des bovins en train d'être tués dans un abattoir. Et donc les deux séquences sont entrelacées, comme ça on a quelques plans sur les ouvriers, puis quelques plans sur les vaches, quelques plans sur les ouvriers, etc., comme ça à l'infini. L'idée d'Eisenstein ici, c'est de produire une sorte de métaphore, montrer que les ouvriers sont massacrés comme des bœufs à l'abattoir. Sous-entendu, ils sont dans une position de faiblesse, on ne leur laisse aucune chance, et ils vont finir tous massacrés comme si, finalement, ils étaient des créatures inférieures. Et on peut même aller plus loin. Pour Eisenstein, c'est aussi une position éthique de faire jouer ça sous l'angle de la métaphore. C'est une manière de respecter, entre guillemets, les figurants humains. Plutôt que de mettre à mort des figurants humains, même pour de faux pour la fiction, eh bien, il va transférer la violence sur les animaux. C'est marrant parce qu'on en a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission. Là, qu'est-ce qu'on fait subir à des humains, acteurs et actrices au cours d'un tournage? C'est intéressant cet exemple-là à cet égard. Et c'est marrant parce que justement pour ça, ça passe pour être un exemple très engagé parce que il va moins maltraiter ses acteurs. En fait, dans les faits. Et d'ailleurs, bon voilà, il y a tout un tas de jeux de montage qui sont assez fascinants. Par exemple, certains où on voit un soldat tirer et ensuite, au lieu d'avoir un plan sur la victime qui reçoit la balle, on a un plan sur une vache qui tombe, comme si finalement c'est sur elle que le fusil avait tiré, etc. Donc il y a quand même un truc qui circule entre les deux séries de manière métaphorique comme ça. Donc voilà, pour vraiment remplacer les victimes humaines par des victimes animales. Et donc en y réfléchissant, plus je la vois, plus je l'enseigne, et plus je vois qu'il y a un paradoxe qui est intéressant avec cette séquence, c'est que d'un côté, la violence sur les animaux, elle est perçue comme moins grave que la violence sur des humains, parce qu'il y en a une qu'on a le droit de montrer frontalement, alors que l'autre, on ne la montre pas. Et de l'autre, le montage parallèle, donc métaphorique, a pour objectif de faire une comparaison entre les humains massacrés et les animaux massacrés. Et donc, c'est bien la preuve que ces deux violences sont comparables. C'est bien la preuve que, implicitement, le cinéaste va reconnaître la gravité de la violence subie par les animaux, puisqu'il s'agit de dire que l'autre est grave aussi.
Voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc c'est à la fois moins grave et finalement comparable dans la gravité. C'est me paraît un peu twisté, mais finalement intéressant. Ouais, il y a un paradoxe, oui, clairement. Il y a clairement un paradoxe. Et c'est intéressant parce que ce paradoxe, on le retrouve dans la conception et la réception du film, entre les deux, justement. Parce que quand Eisenstein imagine cette séquence, c'est censé pour lui être vraiment un moment fort du film. Et d'ailleurs, dans sa pensée, le montage, c'est vraiment un acte important et c'est aussi nécessairement un acte de violence, à la fois envers, surtout même peut-être envers les spectateurs. On parle quand même d'un cinéaste qui est capable d'affirmer dans ses écrits que, et là je le cite, le cinéma a pour devoir de saisir le spectateur par les cheveux pour le mettre face aux problèmes actuels. Donc pour lui, vraiment, la violence du montage, c'est faire violence au spectateur pour le forcer à voir, quoi. Donc voilà, on voit que c'est un acte qui est vraiment pensé de manière assez cruelle. C'est intéressant, je te coupe, parce que George Miller, en interview, disait que si tu as un argumentaire, tu vas toucher que l'intellect de quelqu'un, et lui, il raconte une histoire pour que le message aussi lui touche en plein cœur, en fait, et que le message du film ou de l'œuvre reste au-delà du cinéma. Et ouais, bah oui, il y a un peu de ça, ouais. En tout cas, voilà, lui, il pense sa séquence comme un truc assez violent, y compris envers son public. Sauf qu'ensuite, il raconte, parce qu'il a beaucoup écrit aussi, il raconte qu'il a voulu montrer le film dans les campagnes soviétiques et que la séquence n'a pas du tout fonctionné. Pourquoi ? Parce que les paysans qui voyaient le film, eux, ils étaient habitués dans leur vie de tous les jours à égorger du bétail. Et qu'ils n'ont pas vu la violence. Parce que littéralement, pour eux, la violence contre des animaux, ça ne compte pas. C'est considéré comme un acte anodin. Donc voilà, il y a à la fois ce truc de l'hyper-violence du montage, de la pensée du cinéma et tout ça, et en même temps, le truc totalement anodin, parce que finalement, on est dans une société spéciste qui considère que l'animal vaut moins. Le montage parallèle de la grève, du coup, il est assez connu chez les gens qui s'intéressent au montage. C'est une séquence qui est très commentée et qui en a parfois inspiré beaucoup d'autres. Et il y en a une notamment que j'aime bien, qui est plus proche de nous. C'est une séquence des années 60, dans un film de 68 qui s'appelle L'heure des brasiers de Fernando Solanas, qui est un très long documentaire politique sur les dictatures d'Amérique latine et sur la résistance qui est possible d'apporter à ces régimes fascistes pour la plupart. Donc à résistance au pouvoir, à la police, etc. Mais en même temps résistance plus globale au capitalisme parce qu'on est en 68 et que c'est quand même un des problèmes de l'ère du temps. Et donc, Solanas va s'inspirer dans une des séquences de la grève où il va montrer une série d'images d'abattoirs en parallèle avec, cette fois-ci, des images de publicité de l'époque. Donc, des publicités typiques des années 60 avec des beaux jeunes gens dans des voitures américaines, des appareils pour augmenter le confort domestique des ménagères, etc. Enfin, vraiment tout cet imaginaire un peu cliché, un peu OSS 117, mais qui, en fait, a vraiment existé. Et donc voilà, on retrouve dans sa séquence ce fameux montage parallèle avec, vous avez d'un côté une publicité pour un aspirateur et de l'autre une vache en train d'être égorgée, etc. Donc là encore, c'est une métaphore, c'est une manière de dire que les peuples d'Amérique du Sud sont exploités, maintenus dans les misères, etc., pour le profit des grandes entreprises internationales. Et là encore, on va se servir de l'abattoir pour porter un propos politique plus général, pas sur la viande, mais sur l'économie, sur la publicité, etc. Alors, ça, c'est les quelques exemples qui me sont venus en tête et que j'utilise en cours, etc. Et ce sont évidemment quelques exemples seulement, on pourrait citer plein d'autres choses où il n'y a pas d'animaux massacrés, heureusement. Mais voilà, ces quelques exemples, il me semble qu'ils sont représentatifs de la manière dont s'est construit aussi l'histoire du montage, c'est-à-dire pas seulement comme un geste créatif, mais aussi comme un acte terriblement violent et cruel. Et une violence qui est souvent dirigée vers les animaux, un peu comme finalement comme un truc où leur mise à mort semble plus acceptable et donc les séquences en question finalement nous paraissent plus acceptables, exactement. D'ailleurs, elles n'ont jamais été censurées ni rien, alors que plusieurs des cinéastes en question ont eu des problèmes de censure assez importants. Et donc ça pose un problème assez concret, c'est-à-dire que face à ce genre de film, on se dit que la mort de l'animal, elle est toujours la métaphore d'autre chose. Elle vient remplacer une autre violence qu'on ne veut ou qu'on ne peut pas montrer, et donc la maltraitance animale, elle n'est pas dénoncée pour elle-même. Elle est là pour nous dire autre chose. Et comme je vous le disais au début, ce sont des scènes que j'ai beaucoup vues parce que je les ai beaucoup fait étudier. Et justement, j'ai l'impression que notre manière de voir ces scènes a beaucoup évolué au fil du temps. Et en particulier les dernières années, ou peut-être les dernières décennies, on a tendance à plus voir cette violence qui était auparavant considérée comme une simple figure de style. Déjà, moi, quand je les montre en cours, j'ai pas mal évolué dans ma pratique. J'ai fini par annoncer systématiquement un trigger warning, alors que peut-être avant j'étais moins sensible au sujet, ou je prenais ça peut-être un peu plus à la légère, j'en ai conscience aussi, parce que mes yeux de carniste étaient habitués à se dire que c'était pas grave de tuer des animaux.
Et puis, la vision de mes étudiants et étudiantes aussi a pas mal évolué, et je le vois qu'au fil des années, il y a de plus en plus de personnes qui ferment les yeux, ou quand je propose de sortir, qui acceptent, ou peut-être d'autres aussi, de manière un peu plus insidieuse, qui pensent spontanément que ce sont des films qui dénoncent la maltraitance animale. Ah oui. Alors que, historiquement, c'est absolument faux. C'est pas du tout le but d'Eisenstein ou de Solanas de dénoncer l'exploitation des abattoirs. Mais ça montre qu'on ne peut plus voir autre chose que ça quand on a ça sous les yeux aujourd'hui. Alors, je sais pas vraiment pourquoi, d'où ça vient cette évolution. Ça peut être lié avec la démocratisation des images de la PETA, par exemple, le fait que aujourd'hui beaucoup de militantisme végétarien et vegan va passer par le fait de montrer des images des abattoirs, et du coup, c'est un peu passé dans l'imaginaire commun, non ? Ouais, c'est possible, ouais. Et ouais, ou de L214 aussi. On est habitué à lire d'une manière politique les images des abattoirs, et peut-être on est habitué à en voir aussi, parce que c'était quand même pas courant avant. Il y a souvent des gens qui disent ne me montrez pas ces images parce que j'ai pas envie d'arrêter de manger de la viande. Et bah oui. C'est-à-dire qu'on reconnaît un vrai pouvoir à ces images. Bah c'est ça, comme dans le truc de Texas Chainsaw Massacre. Ouais. Arrête d'en parler, j'aime la viande. Ouais. Alors, on a tous vécu cette conversation en repas de famille. Hein. Voilà. Bon bref, tout ça pour montrer que dans le milieu de l'art, il y a beaucoup de violence. Et de manière générale, on part souvent du principe que l'art doit être violent, qu'il doit être sans concession, qu'il faut choquer le spectateur parce que une société qui brime les artistes, c'est une société qui est dans la censure, etc. Bon bref. Vous voyez un petit peu le type de discours dont je veux parler. Ouais. Sauf que parfois, justement, le côté artistique, il me semble, a tendance à effacer la violence, à minimiser certaines formes de violence qui, en fait, peuvent se révéler être assez graves en réalité. Et donc, finalement, il commence à y avoir un vrai décalage aujourd'hui entre la posture un peu détachée de l'histoire du cinéma telle qu'elle a été racontée par les générations précédentes, qui se focalisaient plus sur l'aspect strictement artistique, et le public d'aujourd'hui qui, avec les mêmes images, pas forcément... va pas forcément remettre en question l'histoire telle qu'elle est racontée, mais qui va simplement même voir autre chose, voir de nouveaux problèmes, voir des choses qu'on ne voyait pas avant, alors qu'on les avait sous les yeux. Et voilà, je trouvais que c'était un paradoxe intéressant, et c'est de ça que je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que en particulier, deux des exemples que tu as donnés, celui du chien andalou de Buñuel et celui de la grève d'Eisenstein, c'est deux exemples canoniques. Je veux dire, ouais, moi aussi, j'ai donné un cours d'histoire du cinéma, genre de première année, le truc super basique. Essaye de faire toute l'histoire du cinéma jusqu'aux années 60 en 12 séances. Bon, c'est très compliqué, mais je passe sur la construction de ce genre de cours. Mais c'est sûr, dans mon cours, je vais les passer, ces séquences. Je vais passer Eisenstein, la grève, je vais passer le chien andalou, et c'est vrai que je me pose quand même la question, est-ce que je vais passer ces séquences ou d'autres séquences du film, ou est-ce que je vais les passer désormais en montrant des captures d'écran de cette séquence pour montrer le principe, mais montrer une autre séquence du film qui illustre la même chose avec une autre séquence, un autre thème. C'est des questions qu'on se pose désormais, et je pense qu'il y a beaucoup de nos collègues qui se posent pas trop la question encore. Alors que, oui, tu as raison, c'est une évidence pour les étudiants et les étudiantes. Donc, je pense que c'est aussi une évidence, ça doit devenir une évidence pour nous. Enfin, quand je dis nous, toi, moi et nous quatre autour de la table, on a fait un chemin de réflexion qui fait que c'est devenu évident pour nous. Mais ouais, il y a du boulot à faire là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de profs qui se réfugieraient derrière l'argument historique que tu as un peu évoqué, de dire oui, mais c'était dans les années 30, c'était dans les années 20, c'était des vieilles images, c'est des vieux effets, on les reçoit pas de la même manière aujourd'hui. Mais justement, quoi, c'est parce qu'on les reçoit plus de la même manière différemment, il faut aussi se poser la question. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que outre la question morale de pas les passer parce que ce serait choquant, on voit bien qu'il y a un problème pédagogique. Étant donné qu'on les voit plus de la même manière, c'est moins efficace pour enseigner le montage. C'est ça qui est intéressant. En plus. L'argument historique est pas forcément juste, puisque le végétarisme a connu un gros succès à la fin du 19e et au début du 20e. Ouais, ça c'est intéressant. C'est vrai, mais je pense qu'il y a des vagues, et je sais pas comment c'était dans les années 20-30, parce que là concrètement, c'est même 20, là les deux exemples datent de 25 et 29. Oui. Mais on parle aussi d'un certain milieu, c'est-à-dire les cercles artistiques des années 20, les avant-gardes, les surréalistes, etc. Tous des artistes en général, des vieux mâles qui traînent tous entre eux et qui s'adulent les uns les autres, etc. Bon, on connaît les sociétés d'artistes, comment ça fonctionne aujourd'hui assez bien, quoi. Et à mon avis, pour eux, même s'il y avait une majorité
majorité de la population qui en avait quelque chose à faire, ça les aurait pas empêchés de faire leur truc dans leur coin et de dire on a envie de trancher des yeux de bœuf, on tranche des yeux de bœuf, quoi. Voilà, oui, bon, on connaît les liens entre le futurisme et les fascistes. Arcani, tu connais ça très bien. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour parler de la violence qui est faite aux hommes, aux humains, on va utiliser des images de violence animale, mais pour parler de violence animale, on va malmener des humains. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on reconnaît la violence des deux finalement? Est-ce qu'inconsciemment, c'est pas la dissonance cognitive qui est en train de se défaire en disant non, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Au final, comment on peut encore représenter la maltraitance animale si elle n'est que métaphore, quoi. Ouais, c'est ça. D'autres choses. Et j'y ai pensé d'ailleurs en écoutant ta chronique tout à l'heure sur Fury Road, parce que il y a, à l'époque de la sortie du film, il y a une partie du public qui avait justement pointé du doigt, alors sans être très virulente non plus, mais pointé du doigt le problème de parler de l'exploitation animale pour dénoncer d'autres violences qui sont graves également aussi, hein, bien sûr, comme les violences faites aux femmes ou le fascisme et son culte de la violence, mais qui avait dit finalement votre métaphore animale elle est sympa, mais elle n'est pas traitée en elle-même, quoi. Et je me souviens que ça avait été un des arguments qui avait été posé à l'époque. Mais c'est vraiment très intéressant. Et puis en tant que nous on est prof de cinéma, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent probablement qui ont fait des études de cinéma et même tu t'intéresses à l'histoire des arts, vraiment Eisenstein et le chien andalou de Buñuel, c'est pas juste des marottes de cinéphiles, c'est des trucs qui sont importants dans l'histoire des arts d'une manière générale. C'est et qui ont inventé des choses. Vraiment, tu peux pas ne pas en parler en fait, parce que il y a une inventivité en termes de montage en l'occurrence, mais on pourrait prendre d'autres exemples où ce serait autre chose. Tu sais, je vais boucler une boucle qu'on a ouverte tout à l'heure avec Quentin Dupieux et la question de son positionnement à lui, mais un de ses albums reprend l'image du chien andalou avec le rasoir sur l'œil, mais pour l'appliquer à la peluche Monsieur Oiseau. Oui. Donc, je sais pas dans quel sens il faut l'interpréter là, mais voilà. Dire aussi que c'est des images qui sont célèbres et qui circulent encore dans nos imaginaires, quoi. C'est pas juste des vieux trucs des années 20. Je mets cet exemple-là, il vaut ce qu'il vaut parce qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur Quentin Dupieux tout à l'heure. Mais ouais, c'est des images qui circulent, quoi. C'est pas n'importe lesquelles. C'est des images qui font partie de la pop culture, en fait. Parce que même si tu connais pas l'œuvre, tu as l'image. Exactement. C'est ça. On peut finir sur une note plus positive de voir que de plus en plus les animaux sont en effet de synthèse maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Et je crois que dans Grave, dont on parlait tout à l'heure, toutes les viandes y compris les viandes humaines, sont réalisées en sucre et en divers composés comme ça de synthèse. Donc voilà, personne n'a souffert de ça. On vous conseille Grave, c'est vraiment un super bon film. Ça va résonner très bien avec l'épisode du jour. Voilà. Merci Raph d'avoir mis sur la table cette grande question vraiment intéressante. Puis on vous invite quand même à aller les voir, ces films. C'est des films qui sont importants dans l'histoire du cinéma, mais tant qu'à faire, allez les voir en ayant un peu conscience de ces enjeux, c'est tant mieux, quoi. Et d'ailleurs, vraiment, si vous avez vous aussi fait des études de cinéma et que vous vous souvenez de ces exemples, de la manière dont vous les avez découverts et tout, vraiment, dites-le nous sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment c'est reçu et on n'a pas toujours l'occasion de le demander à nos étudiants et étudiantes. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Donc, inondez-nous de retours. T'essayes de continuer à améliorer ton approche de ces films. Exactement. C'est bien, Raph, c'est bien. Eh ben, on arrive à la fin de ce 3e épisode d'Une invention sans avenir. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là, vous trois, pour des très très belles chroniques. Vraiment, ouais, c'était très cohérent aujourd'hui, mais justement, c'était bien d'aller creuser un peu ce sillon-là. Mais dans un tout autre genre, encore que on continue à se pencher sur les enjeux d'oppression qui tournent autour du cinéma. Un petit effet d'annonce, on connaît déjà le menu du prochain épisode, puisque ce sera le grand débrief de notre mois sans hommes. Je précise qu'on vous a lancé le défi du mois sans hommes il y a 15 jours dans le dernier épisode, mais on s'est dit qu'on allait vous laisser une petite marge, un petit peu de rab. Si vous n'aviez pas pris le temps de vous lancer dans ce défi, on vous laisse un mois à partir de maintenant. Dans à peu près 4 semaines, on se revient avec le prochain épisode. Fait que si vous avez pas pris l'occasion de vous lancer dans le défi, en 2 mots, Alice, rappelle-nous comment ça t'était venu, puis les modalités rapidement du mois sans hommes. Ça m'était venu à la fois l'écoute d'Alice Coffin et de son idée de peut-être
peut-être débarrasser nos imaginaires de l'omniprésence des hommes dans l'art, et donc de me dire tiens, qu'est-ce que ça nous ferait à nous de regarder pendant un mois uniquement des films de femmes, des films de réalisatrices. Donc moi j'ai commencé là depuis 2 semaines, et vraiment je vous invite à le faire parce que c'est un plaisir, et puis ça donne encore plus envie de voir des films, parce que souvent quand on a une contrainte dans le choix, et bah du coup ça nous donne plein d'idées de choses à voir, et donc je crois que j'ai vu beaucoup plus de films que d'habitude par rapport à ce défi. C'est vrai, et puis on en profitera pour publier des conseils peut-être dans les semaines qui viennent. Ouais, exactement. Je pense qu'on va se motiver pour faire beaucoup de posts sur Instagram. On vous propose pendant donc dans l'intervalle entre la sortie de cet épisode et du suivant, un conseil par jour. Toute notre équipe va bosser dessus. On va vous conseiller des films réalisés par des femmes qui nous ont plu ou qui nous ont intéressés. Et donc chaque jour, on vous en donnera un avec quelques petits arguments pour savoir pourquoi vous devez aller le voir. Donc voilà, ce sera sur notre compte Instagram, une invention sans avenir. Je crois qu'il y a des underscores entre les mots, mais vous trouverez très bien tout seul de toute façon. Ça se trouve facilement. Voilà. Donc une invention sans avenir, et donc sur Instagram, Twitter et Facebook, si vous voulez suivre les petits bonus qu'on vous met, les petits conseils qu'on vous met d'ici un mois. On n'est pas sur TikTok parce qu'on est trop vieux. Voilà, c'est ça. Et on n'est pas sur LinkedIn parce qu'on est de gauche. Voilà. Raph, on est sur LinkedIn. C'est juste que le podcast, c'est juste pas, qu'on y est à titre personnel personnel et pas au titre du podcast. Voilà. Moi, j'y suis pas. Toi, t'y es pas. Ouais, mais toi, t'es fonctionnaire, toi. Le podcast, on peut le retrouver sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, j'en passe. Bref, aucune excuse, vous allez forcément le trouver. Et puis vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun et chacune, Arcani? C'est là le moment auto-promo, t'as même pas besoin de le plugger, c'est moi qui t'offre l'opportunité. Principalement sur Twitter. Donc si vous tapez Kaléidoscope et pas Kaléidoscope ou Arcani Corvo, vous me trouvez facilement. Je dis beaucoup de bêtises à longueur de journée. Sinon, sur YouTube. Ouais, donc Kaléidoscope. Très bien. Alice, rappelle-nous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @philopoulpe. Et je pense que je vais lancer un thread aussi sur les films de femmes qui m'ont particulièrement marqué, peut-être un peu plus personnel que les conseils qui seront donnés sur Instagram. Excellent, vous avez une voix officielle et une voix officieuse pour suivre les conseils de l'équipe. Non, c'est super. Comme ça, toi, t'auras plus de films dans ta sélection personnelle que ce que tu vas avoir en ton nom ou pas dans la sélection de l'équipe. Fait que c'est très très bien. Raph, où est-ce qu'on te suit? La voix officielle sur Twitter, @Raphaël Jodon, et puis la voix officieuse sur LinkedIn, Raphaël Jodon aussi. Si vous voulez me proposer du travail, je ne regarderai que les propositions très bien rémunérées, bien sûr. Les propositions sérieuses. Voilà. Quant à moi, vous pouvez retrouver mon émission de radio hebdomadaire. Ça s'appelle C'est un tube, une émission consacrée aux chansons francophones, et c'est sur la radio CISM au 89.3 à Montréal. Et puis ça se trouve aussi en balado sur le site CISM893.ca ou sur Spotify, tout ce que vous voulez. C'est un tube, on parle chansons. Eh ben merci à toutes et à tous d'avoir été là. On se retrouve donc dans un mois pour le mois sans hommes, et puis on réfléchit aussi à la suite d'autres collaborations, d'autres sujets aussi intéressants que celui d'aujourd'hui. Et ouais. Allez, à la prochaine. Merci à tous et à à bientôt. tous. Au revoir. Bye. Salut.